Bonsoir mes chers collègues. Donc, je vous propose de démarrer ce conseil municipal et donc je vais procéder à l'appel. Alors, monsieur François-Xavier Berthaud. Présent. Monsieur Jackie Bertin. Vu. Biré Michel. Présent. Il est là. Boissineau Antoine. Présent. Bouillot Stéphane. Présent. Bréau Ludovic. Cabon Jannick, je l'ai vu. Voilà. Champarneau Catherine. Elle est absente, à donner pouvoir à monsieur Mettet, que je ne vois pas. Bonsoir. Sophie Dabin. Patricia Drouin. Foulonneau Mathieu. Hugues Fourage. Growin Stéphanie. Anne-Lise Guignard. Guyonnet Philippe. Bon Ludovic. Anne Hetz. Claire Lovrière. Ghislaine Légeron. Elle est là. Mathias Lemoine. Jean-Paul Macor. D'accord. Ariel Memto. Pierre-André Mettet, il est là. Philippe Minier. Aurélie Normand. Bienvenue. Pascal Plot est absent, à donner pouvoir à Madame Légeron. Rouault Christelle. Est là. Sylvie Saint-Cyr est absente, à donner pouvoir à Monsieur Bouillot. C'est bon. Geneviève Ségui, absente. Bonsoir, Monsieur Macor. Christelle Trudeau. Sébastien Verdon. Benjamin Vergniaud. Et Dominique Veragrio. Elle est là. Merci. Hop. Alors, je vous propose donc de démarrer en désignant comme secrétaire de séance. Je propose le nom de Monsieur Pierre-André Mettet. Bon, merci. Et je vous propose d'approuver donc le procès-verbal de la séance du 4 juillet, sauf s'il y avait des questions. Pas de questions particulières, donc on approuve le dernier PV. Et donc je vais lire la première délibération, puisqu'il s'agit de l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Donc, par courrier réceptionné en mairie le 28 août 2023, M. Jean-Pierre Pétorin a présenté sa démission de ses fonctions de conseiller municipal. Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-4 du Code général des collectivités territoriales, la démission est devenue définitive à réception du courrier. Le représentant de l'État dans le département a été informé de cette décision. En vertu des dispositions de l'article L. 270 du Code électoral, il convient de procéder au remplacement du conseiller démissionnaire par le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste. Et donc il s'agit de Madame Aurélie Normand, née le 24 janvier 1984 à Niort et domiciliée au 133 route de la Bironnière à Mervan, candidate venant immédiatement après sur la liste 100% Fontenay, et a été informée et a accepté le mandat de conseillère municipale en remplacement de M. Jean-Pierre Pétorin. Donc, le tableau du conseil municipal a été modifié, a été transmis au préfet de la Vendée. Et donc, je vous propose d'installer dès ce soir Mme Aurélie Normand comme conseillère municipale de la ville de Fontenay-le-Comte. Voilà, donc Mme Aurélie Normand vous souhaite la bienvenue parmi nous au sein du conseil. Monsieur Berthaud. Oui, j'aurais une petite question à poser. Tout d'abord, on souhaite la bienvenue à Madame Normand au nom de notre groupe. Par contre, n'y aurait-il pas une erreur dans le texte de la note de synthèse, car il est mentionné que Madame Normand est domiciliée sur la commune de Mervan? Non, je pense qu'elle est bien domiciliée sur la commune de Mervan. Donc, si ce n'est pas une erreur, on espère que la domiciliation d'une conseillère municipale hors de la commune où elle siège n'aura pas de conséquences sur son engagement pour notre ville. Enfin, vous savez que ce n'est pas une règle, d'ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas une règle. Ce qui compte, c'est d'avoir un lien fiscal avec la ville dans laquelle on se présente. C'était le cas de Madame Normand, mais peut-être qu'elle va, en tout cas, apporter des précisions. Oui, après, pour clarifier, j'ai été domiciliée au moment des élections municipales à Fontenay-le-Comte. Là, c'est une période de transition puisque je rénove ma maison à Fontenay-le-Comte, qui est en fin de travaux. Voilà. Merci, Madame Normand. Et donc,
Par conséquent, du coup, on a des modifications dans nos commissions, dans les tableaux. Donc, c'est la deuxième délibération, commission communale et organismes extérieurs, modification de la composition suite à la démission d'un conseiller, donc ajustement complémentaire. Lors des séances des 10 juillet, 29 septembre, 17 novembre 2020, 29 mars 2022 et 27 septembre 2022, le conseil donc, municipal a créé des commissions municipales et extra-municipales et a défini le nombre d'élus siégeant dans chacune d'entre elles, dans le respect de la proportionnalité. Donc, suite à la démission de M. Péterin de sa fonction de conseiller municipal, il convient de prendre en compte des modifications dans la composition des différentes commissions. Il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, l'élection des membres des commissions a lieu au scrutin secret. Cependant, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidature, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste, le cas échéant. Et il en est donné lecture par le maire. Donc, il vous est proposé au groupe 100% Fontenay que Mme Normand remplace M. Péterin dans les commissions au sein desquelles ce dernier était membre. Et quelques ajustements sont également proposés pour tenir compte des modifications apportées aux délégations de Monsieur le maire aux élus. Donc vous avez la liste dans le tableau avec l'ensemble des modifications proposées pour les pages suivantes. Et donc aussi, afin de procéder aux opérations de vote lors du Conseil, il vous est donc proposé de présenter une seule liste et de ce fait de permettre de procéder à un vote à main levée, si vous en êtes d'accord. Et donc de décider de ne pas procéder au vote à bulletin secret, sauf si vous aviez des remarques particulières à faire dans ce sens. Donc ce qu'on vous propose, je vais quand même les balayer parce que donc il y a la première commission, donc vous avez deux commissions, donc la commission d'adjudication d'appel d'offres. Donc on vous propose de mettre dans cette commission de remplacer Madame Légeron qui était suppléante en titulaire à la place de Monsieur Péterin. Et de faire de même pour la délégation de services publics. Donc là, il s'agit de remplacer Jean-Pierre Péterin et de mettre Madame Légeron qui était suppléante sans changement de suppléance. Ensuite, on a la commission consultative des services publics locaux. Donc là, on vous propose de mettre Madame Aurélie Normand à la place de Monsieur Péterin. On vous propose, puisqu'il va aussi y avoir des changements d'affectation et de délégation, parce que ce qui est proposé, c'est que Aurélie Normand et des changements d'arrêté délégation, donc prendra la délégation de M. Boissineau, et M. Boissineau aura une autre délégation. Donc on propose de mettre M. Philippe Guillonnet à la place de M. Péterin, puisqu'il aura en charge la délégation concernant l'ADAP, qu'il avait déjà au début du mandat. On vous propose de modifier dans la commission urbanisme et renouvellement urbain, donc là de mettre Aurélie Normand à la place de M. Péterin. On vous propose dans la commission environnement mobilité la même chose. On vous propose à nouveau, donc là non, il s'agit de la commission commerce et animation urbaine, puisque c'est là où Madame Normand aura une délégation, donc à la place de Monsieur Boissineau. Et finances ressources humaines, puisqu'on avait souhaité mettre les adjoints dans cette commission, donc de mettre Mathias Lemoigne, qui est devenu adjoint récemment, à la place de M. Péterin. Voilà les modifications qui vous sont proposées. Est-ce que vous avez des questions? Oui, M. Bertin. Simplement une question. Tout à l'heure, concernant la commission d'adjudication d'appel d'offres. Oui. Donc, si j'ai bien compris, Mme Légeron remplace M. Péterin. Oui. Et en suppléant, il n'y a personne qui... On ne change pas les suppléances. Apparemment, c'est des commissions qu'on attribue pour l'ensemble du mandat. Donc, il fera mettre 4 suppléants. Voilà, exactement. 5. Ah oui, exactement, on modifiera. Et la suivante aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas tenu d'avoir autant de suppléants. Non. Donc, simplement, c'était... Oui, bien sûr. Sur les deux, là, qui suivent. Ce sera modifié. Autre question? Autre question? Voilà, donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté. Donc, voilà, bienvenue dans les commissions. Et je vais laisser la parole à Mme Légeron. Donc là, il s'agit de la désignation d'un référent déontologue pour les élus locaux. Merci, Monsieur le maire. Alors, l'article L.
1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales définit l'ensemble des principes déontologiques applicables aux élus locaux dans l'exercice de leur mandat. L'ensemble de ces principes sont rappelés dans la charte de l'élu local approuvée par le conseil municipal. La loi 3DS, en son article 218, modifiant l'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales, institue un droit pour tout élu de consulter un référent déontologue afin de lui apporter tout conseil en lien avec l'application de la charte. L'Association des maires et présidents de communautés de Vendée propose aux collectivités un service de saisine d'un référent déontologue. Il est proposé de désigner en qualité de référent les membres de la liste constituée par l'Association des maires et présidents de communautés de Vendée. La saisine d'un des référents figurant sur la liste ci-dessous se fera sur demande par tout moyen auprès de l'Association des maires et présidents de communautés de Vendée qui se chargera d'assigner un référent à l'affaire. Si la collectivité émet une préférence pour l'un ou l'autre des référents, cela sera pris en considération. Il est donc proposé au conseil municipal de désigner en qualité de référent déontologue les membres de la liste constituée par l'Association des maires présidents de communes de Vendée, dans sa composition actuelle et dans sa composition future en cas d'évolution de la liste. Suivant sa composition actuelle, sont désignés en qualité de référent déontologue M. Jean-François Mollat, président honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, ancien vice-président du tribunal administratif de Nantes, M. Bertrand Faure, professeur de droit public à la faculté et responsable du master collectivité territoriale, M. Bruno Lorfeuvre, administrateur des finances publiques adjoint, uniquement en formation collégiale, M. Bernard Madeleine, président honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ancien président du tribunal administratif de Nantes. De décider que là où les personnes surmentionnées exerceront leurs fonctions pour la durée du mandat, de fixer les modalités de saisine du ou des référents déontologues ou des membres du collège, ainsi que les conditions d'examen des demandes comme telles. La collectivité saisit par tout moyen l'AMPCV qui se charge d'affecter un des membres de la liste à l'affaire traitée et l'AMPCV met en relation le référent désigné avec la collectivité. Si besoin, sur demande du référent désigné ou de la collectivité et en fonction de sa complexité, l'affaire pourra être traitée collégialement avec d'autres membres de la liste. Le collège ainsi constitué décide en son sein de ses modalités de fonctionnement. La collectivité rémunère directement le référent ou le collège de référents et décide des moyens matériels mis à disposition. De décider que les avis du ou des référents déontologues ou des membres du collège sont rendus par écrit dans un délai maximal de 3 mois à compter de la déclaration de recevabilité de la saisine, de décider que les moyens matériels mis à disposition du ou des référents déontologues sont constitués d'un bureau équipé, ordinateur, imprimante et téléphone fixe, propre à garantir la confidentialité des échanges. De fixer les modalités de rémunération du ou des référents déontologues selon le plafond maximum fixé par la réglementation en vigueur. De décider que le ou les référents déontologues ou les membres du collège bénéficient du remboursement de leurs frais de transport et d'hébergement dans les conditions applicables au personnel de la fonction publique territoriale, et de décider que cette délibération, ainsi que les informations permettant de consulter le ou les référents déontologues ou le collège, sont portées par tout moyen à la connaissance des élus locaux intéressés. Merci. Madame Légeron, est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? Questions. Donc, pour ceux qui siègent à la communauté de communes, on a passé ce même type de délibération dans les deux instances. Donc, je vous propose de passer au vote.
Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Elle est donc adoptée. Et je laisse à nouveau la parole à Madame Légeron pour les décisions prises par le maire par délégation. Merci, Monsieur le maire. En ce qui concerne les droits de préemption urbains, 166 dossiers ont été déposés entre le 20 juin et le 12 septembre 2023. Aucun dossier n'a fait l'objet d'une préemption par la ville. Un dossier relatif aux droits de préemption de fonds de commerce artisanaux et baux commerciaux a été déposé. Ce dossier n'a pas fait l'objet d'une préemption. Il s'agit donc du bâtiment 27 rue de la République. C'était auparavant une chocolaterie. En ce qui concerne les décisions, donc, vous avez des conventions et avenants de mise à disposition de parcelles au jardin des Hors, des conventions de mise et des avenants, des conventions de mise à disposition et des avenants concernant des locaux municipaux, des conventions de mise à disposition de matériel pour l'organisation du festival OSE, conventions de mise à disposition de l'espace La Gare à des associations, conventions de prestation de spectacles dans le cadre des ricochets, des contrats de cession de spectacles dans le cadre des ricochets ou de la programmation culturelle, convention de passage sur l'emprise Lusso pour la démolition des 15 et 17 rue des Loges, une convention de mise à disposition de garage rue des Tilleuls et une autre rue Pierre-Brissot. Un avenant de convention pour la mise à disposition du théâtre municipal, des ventes de véhicules, des ventes de biens mobiliers, des conventions de prestations à la médiathèque, la fixation des tarifs pour la saison culturelle 2023-2024, une convention de mise à disposition à titre payant d'un terrain à la Plaine des Sports pour un séjour sportif, une convention de prestation à titre payant concernant l'espace de restauration au Forum des associations, une convention de mise à disposition d'équipements sportifs ou d'occupation d'installations, une convention d'action de formation au LAEP, une convention de prêt de jeu par la ludothèque, une modification des tarifs de la ludothèque, une convention de prêt de la maquette en allumettes représentant l'église Notre-Dame de l'Assomption, une convention de prestation pour l'animation de soirées au Trophée des Sports à la Gare, la décision modificative relative à la demande de subvention DETR ZIL 2023 pour la Maison de l'Enfance, une convention de mise à disposition d'un minibus par le Collège Viette pour les plages éphémères 2023, des indemnisations ou règlements différés par la SMACL, remboursement de frais dans le cadre de la protection juridique pour un contentieux et une convention pour un concert et un contrat d'engagement pour une prestation dans le cadre des jumelages. Ensuite, nous avons des marchés. Alors, concernant l'aérodrome, le remplacement de portes coulissantes, hangars par Guyonnet Construction Métallique, des travaux d'aménagement de la maison des habitants, lot numéro 10, avenant numéro 1, par Carré Associés. Et rénovation et restructuration de l'école Bourron-Massé, le lot 12, concernant du carrelage et de la faïence par l'entreprise Leto. En ce qui concerne les fournitures et services, entretien de l'itinéraire cyclable à Transfontenaisienne par l'association Alligator, la mise à disposition de matériel de tribune par l'agence Diagonale, la gestion du pôle d'échange multi-usage, le PMU par Sauvetour, le groupe scolaire Bourron-Massé et centre commercial Moulin-Liot, location fibre optique et exploitation maintenance par Gigalis, la liaison entre le groupe scolaire Bourron-Massé et l'espace culturel René Cassin, location fibre optique et exploitation maintenance, plus la redevance de l'occupation fourreau Orange par Gigalis, et une mission d'assistance technique travaux énergétiques 2023 sur 12 bâtiments de la ville par l'établissement YAC.
Ensuite, location de motifs lumineux pour la mise en lumière de la ville 2023, 2024, 2025 par Blacher Illumination. Et il vous est donc proposé de prendre acte des décisions prises par Monsieur le maire par délégation. Merci, Madame Légeron. Avez-vous des questions, des demandes de précision? Oui, Monsieur Bertin. Oui. Alors donc, comme d'habitude, avec ma collègue Dominique, on a lu l'ensemble des décisions. Premièrement, on souhaiterait aborder les conventions de mise à disposition des parcelles au Jardin des Hors. Il y en a 4 parmi les décisions, là. Alors, numéro 175, il est mentionné, la cotisation annuelle est fixée à 47 €, selon la répartition suivante, par fixe 0, par variable 100 m² par 0,20 égale 20 €. Alors, première question, il me semblait que dans les conventions, il y avait une part fixe et une part variable. Là, on voit part fixe 0, il y a peut-être une raison. Et 20 €, c'est pas égal à 47. Ensuite, le numéro 203, la cotisation annuelle est fixée à 36 € selon la répartition suivante. Par fixe, 16,80 €. Par variable, 165 m² multiplié par 0,20 égale 33 €. Ben, 33 plus 16,80 €, ça fait 36. Numéro 266, il est mentionné, on l'a lu, on ne l'a pas inventé, on sait bien. On vous écoute. La cotisation annuelle est fixée à 15 € selon la répartition suivante. Par fixe, 0. Par variable, 75 m² multiplié par 0,2 égale 15. Ouf, calcul est juste. Par contre, il n'y a pas de part fixe. Alors, ça nous a un peu interpellés. On s'est demandé pourquoi, dans certains cas, il n'y a pas de part fixe. Et d'autre part, pourquoi de telles erreurs de calcul dans les calculs de part variable. Je veux bien répondre à plusieurs questions. Alors, je n'ai pas vérifié les chiffres, je suis désolé, donc il y a peut-être une erreur dans l'addition. Oui, ben pardon, c'est pas moi qui signe, c'est une décision du maire. Donc c'est le maire, maintenant, je fais confiance au service. Non, mais je le dis tel que je le pense. Courage Fuyon. Merci, M. Bouillon. Je ne me serais pas permis. Non, mais ceci étant dit, c'est tout à fait normal sur la part fixe à 0 €, parce qu'en fait, quelqu'un qui a déjà une parcelle, quand on lui attribue une deuxième parcelle, on ne lui fait pas payer la part fixe. Parce qu'on estime déjà qu'il entretient 2 parcelles au lieu d'une, sachant qu'on a encore 15 parcelles de livres sur les Jardins des Hors. Moi, mon objectif, c'est quand même qu'elle soit entretenu, utilisé, qui est un jardinier dessus. Donc sur la part fixe à 0 €, c'est tout à fait normal, c'est quelqu'un qui a déjà une parcelle à qui on attribue une autre, par contre il paye quand même les 0,20 centimes du mètre carré sur la deuxième parcelle. Donc ça, c'est là-dessus. Après, sur les chiffres, il faut qu'on vérifie. Alors, il y a aussi, c'est un peu compliqué, on a beaucoup de jardiniers qui sont sous tutelle, hein, donc c'est un peu, voilà, sur les Jardins des Hors, et en fait, sur certaines parcelles, ils n'ont pas le même tarif que les autres. On a suivi le règlement là-dessus. Donc, on a un règlement qui s'adapte en fonction des besoins. Alors, c'est écrit dans le règlement intérieur, on la part fixe à 0 €, ça c'est écrit dans le règlement. Donc, il n'y a pas de souci. Après, il y a peut-être une erreur, donc il faut qu'on vérifie sur l'erreur. Bon, ce n'est pas des montants non plus astronomiques, on est bien d'accord. C'est pas... C'est bon. Oui. Bon, je remercie M. Bouillot pour la part fixe. C'est vrai que nous, on ne peut pas savoir si ces personnes ont une deuxième parcelle ou pas. Par contre, je trouve quand même que c'est malvenu d'annoncer des chiffres et que le calcul ne corresponde pas aux chiffres annoncés. Je suis désolé. S'il y a des tarifs préférentiels, entièrement d'accord, mais au moins que la rédaction soit correcte. Je croyais que vous aviez une autre question, pardon. Ah. Non, c'est bon? Oui. Donc on va changer de sujet, j'en ai une deuxième. Oui. Ça concerne la mise à disposition de l'espace culturel pour l'association Dans ses vies. Oui. Donc on a regardé, la tarification là est de 546 € pour la mise à disposition de la salle 518. Alors on a comparé par rapport aux associations qu'il avait utilisées en juin, Terpsichore et Feu Follet, ouais, qui, eux, ont eu un coût de 840 €. Donc on s'est posé la question aussi, il y a sans doute quelque chose qui nous échappe. Comment ça se fait que dans un cas, on met 546, et dans l'autre cas, tarif association, hein, et dans l'autre cas, 840. Monsieur Minier. Ah. Décidément, René Cassin vous intéresse. Non, mais vous avez raison. Moi, ce que je souhaiterais, parce que c'est vrai que ça vous pose beaucoup de questions. Moi, ça ne me pose pas beaucoup de questions parce qu'on travaille avec les services et les tarifications sont claires et on n'a aucun intérêt à faire des choses qui ne seraient pas correctes. Moi, ce que je vais vous proposer, ça va être très simple, c'est qu'on va prendre rendez-vous ensemble, on va à la René Cassin et on va vous donner
toutes vos explications et toutes les réponses à vos explications. Parce qu'il y a des choses que vous avez qui sont peut-être pas claires, il y a des choses qui ont peut-être besoin d'explications complémentaires, et je pense que ce sera beaucoup plus simple de se retrouver ensemble, voyer avec le service, vous posez vos questions, ils vous répondent, on vous répond, et puis comme ça vous aurez toutes les réponses précises. On a voté des tarifs, les tarifs ils sont clairs, hein. Donc nous, tout simplement, on regarde le tarif, on regarde combien c'est facturé, et on voit si ça colle ou pas. Hein. Non, mais vous savez, ça ne me paraît pas insurmontable. Non, mais je suis entièrement d'accord. Non, mais quand je vous entends, vous avez l'impression que René Cassin fait un petit peu ce qu'il veut dans les tarifications. C'est pas du tout le cas. Simplement, chaque association qui est reçue par René Cassin, il y a tous des détails techniques, il y a des détails de location, il y a des mises à disposition qui sont différentes des unes des autres. Et la tarification, elle est précise par rapport à la demande de l'association. Et je veux dire, la tarification, elle est respectée. Ça, je peux vous le dire parce qu'on la vérifie. S'il y a des différences de tarifs, c'est que les demandes ne sont pas les mêmes. Et simplement, je redis ce que je viens de vous dire avant, on va prendre rendez-vous dans les jours qui viennent. Nous irons ensemble. Je vous invite à René Cassin. Vous connaissez très bien René Cassin. Je vous invite à René Cassin avec les services. Prenez toutes vos questions. On va reprendre 2 ou 3 dossiers, si vous voulez, qui pour vous peuvent éventuellement poser un problème. Et on répondra à vos questions précises et on vous confirmera que toutes les tarifications sont bonnes. Et que lorsque on lit ce qu'on a vu, on a le droit de se poser des questions quand même, sans pour autant faire une fixation. Mais lorsqu'on vote des tarifs, moi j'ai regardé même les petites lignes, hein, bon, les conditions particulières, elles ne sont pas évoquées. Donc on peut se poser la question, admettez qu'on peut se poser la question, comment ça se fait qu'on n'applique pas, ça correspond pas. Mais moi j'entends que vous posiez des questions, parce que c'est normal, c'est votre travail d'élu, et c'est très très bien. Par contre, moi je vous confirme devant l'Assemblée que la tarification est justifiée à partir du moment où il y a une tarification qui est faite. Donc on vous donnera toutes les explications lorsqu'on se verra à René Cassin. Oui, excusez-moi, mais c'est très bien de... Pardon, excusez-moi. C'est très bien de donner des explications à M. Bertin, mais je pense que tout le monde est intéressé, et justement, j'ose espérer que les associations savent aussi quel prix elles vont devoir payer et quelles prestations elles vont avoir. Toujours, après, il faut... Enfin, je ne connais pas précisément le cas, effectivement, dans ces vies, mais il y a des demandes, évidemment, qui sont spécifiques à chaque association, donc c'est ça qu'il faut regarder. La grille de tarifs, elle est appliquée. C'est clair, on l'a voté. Donc, c'est pas à la tête du client, heureusement. Ce serait même inquiétant. En revanche, il y a probablement des demandes spécifiques. Donc, c'est ça qu'il faut regarder, rentrer dans le détail. Mais je vous avoue que même moi, je trouve que ça manque de clarté. Donc, on en a même parlé pas plus tard qu'il y a 1 heure. Et je pense que ça va faire partie du travail. On a quelqu'un qui devrait arriver dans les services prochainement. Ça fera partie de ses feuilles de mission. Je pense qu'on devra revenir sur cette tarification. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas simples. Ne serait-ce qu'on a évoqué au conseil municipal il n'y a pas très longtemps, la location des salles, même quand pour des événements qui n'ont pas lieu, parfois à Cassin. Bon, je prends un exemple, par exemple, il y a une association qui va payer 4 ou 5 000 euros pour un événement qui n'a pas eu lieu, et à la fois on a des associations qui utilisent l'espace et qui payent 1 700 euros. Bon, ça m'interpelle aussi, si vous voulez. Bon, voilà, qu'on fasse payer quelqu'un qui mobilise la salle en solution de repli, c'est normal parce que évidemment ça bloque des créneaux, parce qu'il y a des agents qui sont contraints, il y a des astreintes, etc. Mais on n'est pas là non plus pour assassiner les associations. C'est pas le but. Enfin, on aurait loupé la vocation de l'espace René Cassin-Lagarde. Donc, je pense que, au-delà de la question que vous avez évoquée, qui mérite précisément de regarder, donc ça vous le ferez avec. Et puis, je pense que, au-delà de M. Bertin, je pense qu'il faut inviter aussi le groupe de M. Fourage, si vous le souhaitez. Vous êtes les bienvenus. Effectivement, oui, ça nous intéresse aussi. On allait le dire. Ah, donc, effectivement, on accepte volontiers votre... Mais on travaillera en commission. Oui. Voilà. Pas de problème. On fera la prochaine commission, on la fera René Cassin. Ce sera plus simple. Très bien. D'accord. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Oui, Mme Vérag. Merci, Monsieur le maire. Moi, je voulais revenir sur les marchés, en l'occurrence celui de la location des motifs lumineux pour la mise en lumière de la ville, donc pour les décorations de Noël. On a constaté avec mon collègue une baisse très nette d'environ 17 000 euros par rapport à la somme qui avait été proposée lors de la délibération de septembre 2020. Avec l'inflation que nous connaissons dans tous les domaines, cela peut questionner, d'autant que c'est le même prestataire Blacher. Donc on voulait savoir s'il y avait une volonté d'économie, est-ce qu'il y a moins d'illumination prévue?
Je n'ai pas trouvé la réponse parce que lors du conseil municipal de septembre 2020, on n'avait pas le détail des sommes attribuées à chaque illumination, contrairement à l'annexe qui nous est proposée là. Voilà. Donc on voulait juste en savoir un peu plus. Oui, je pense que Mathias va vous répondre, mais on n'est pas à l'euro près, mais quasiment dans le même montant que chaque année. Mais Mathias va apporter des pressions parce que c'est un marché triennal. Hein. Oui, c'est ça. Je ne sais pas, Madame Verhaeghe, à quel chiffre vous faisiez référence. En tout cas, si on découpe le marché comme il est triennal, en 2022, on était à 22 014 € et pour les prochaines années, on sera à 22 497 €. Donc en effet, on respecte notre enveloppe qui était déjà celle qu'on avait et on respecte surtout le taux d'illumination puisqu'on a le même nombre de traversées, de mise en lumière des candélabres que les années passées avec des motifs qui changent bien sûr puisque c'est un nouveau marché. Moi, je faisais référence aux sommes notées dans le montant. Alors, sur l'annexe, enfin, non, là, sur les marchés, il est noté 67 000 €, un peu plus de 67 000 €. Oui. Et en septembre 2020, on était monté jusqu'à 85 000 € maximum. Options. Voilà. Donc, on a un delta de 17 000. Si, moi, je l'ai retrouvé dans les marchés proposés en septembre 2020. On va regarder, mais... Ah, sur l'offre de marché, vous vouliez dire Bah, sur les marchés, dans les décisions prises par le maire, on avait exactement la même case et on avait des sommes complètement différentes avec 85 000 €. On n'avait pas tout pris. Il y a des PSE, je pense qu'il y a des options. C'est ça. Et on les a fermis, on les a fermis pas. Souvent, en général, on se donne la possibilité de, comme on ne connaît pas toujours, on fait un appel à concurrence. Donc, en général, on ouvre via des PSE, des options en tout cas, qu'on se donne ou que on ne donne pas, et en fonction de l'enveloppe, on retient certaines PSE ou pas. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. L'offre est découpée, en effet. Il y a une offre de base et il y a des tranches, il y a une tranche ferme et des tranches optionnelles. Et ça, c'est pour pouvoir ouvrir le marché et avoir un petit peu plus de réponses. Et après, en fonction, si on imagine qu'un concurrent va être un petit peu plus cher, mais avec une offre visuellement très sympathique, on peut enlever des options pour que ça corresponde au prix du marché. Bon, est-ce que vous regardera précisément, Madame Verhaeghe. Autre question? Non. Donc, je vous propose de prendre acte des décisions et de convenir d'un rendez-vous à René Cassin ou en commission, comme vous voulez. Et je vais laisser la parole à Monsieur Vergniaud, puisqu'on a plusieurs délibérations qui concernent l'urbanisme. Et donc la première, il s'agit du marché concernant la rue de la République et la rue de Blossac pour l'attribuer le lot numéro 2. Merci Monsieur le maire. En effet, la ville et la communauté de communes, comme vous le savez, sont engagés dans un plan d'action ambitieux, le dispositif Action Cœur de Ville, qui a été signé par un avenant en décembre 2020. Et ce dispositif Action Cœur de Ville permet de travailler à la fois sur les destinations, le cadre de vie des citoyens, avec des objectifs assez forts pour notre territoire, à la fois d'améliorer la dynamique commerciale, d'encourager les mobilités douces, et également de végétaliser notre centre-ville en l'adaptant au changement climatique. Justement, un des projets phares de ce dispositif Action Cœur de Ville, c'est la restructuration et l'embellissement des rues de la République et Blossac, avec déjà un travail qui a été initié dès le début du mandat après la signature de l'avenant en décembre 2020, avec une vaste concertation qui a été initiée, de nombreuses études qui ont justement permis de pouvoir dessiner les aménagements, ainsi de pouvoir travailler sur la faisabilité technico-financière du projet. Ce qui nous a amené en juin 2023 de consulter les entreprises pour les marchés de travaux, avec un premier lot sur la partie voirie et assainissement eaux usées, eaux pluviales, qui a été, lui, jugé au-dessus, enfin en tout cas où les offres reçues sont au-dessus les estimations qui ont été fournies par les différents cabinets, ce qui nous amène à le proposer en tant que marché infructueux, et un lot 2 qui là concerne les espaces verts, le mobilier et la serrurerie, qui lui est conforme aux estimations et même sous les estimations qu'on avait pu avoir. Donc c'est ce qui avait été évoqué. C'est pourquoi il vous est proposé ce soir de déclarer le lot 1 voirie, assainissement, eaux usées, EP du marché de travaux, aménagement des rues de la République et Blossac infructueux, et décider de le relancer. D'attribuer le lot 2 espace vert, mobilier et serrurerie du marché de travaux d'aménagement rue de la République et de Blossac à la CAGEV 85 000 La Roche-sur-Yon pour un montant maximum de 127 138,58 € hors taxe, sous réserve d'approbation de cette attribution par la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée, qui interviendrait
lors d'une prochaine réunion de bureau, et d'autoriser Monsieur le maire, après approbation de l'attribution du lot 2 à la CAGEF par la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée, à prendre et signer tous les actes afférents et à rejeter l'offre non retenue, et à prendre et signer toutes les décisions concernant l'exécution et le règlement de ce lot lorsque les crédits seront inscrits au budget. Merci Monsieur Vergnaud. Des questions sur cette délibération? Monsieur Bertin? Oui, simplement une petite question. Est-ce qu'on pourra avoir le montant des estimations des lots? Parce qu'on ne les a jamais eu. Monsieur Vergnaud. Alors sur le lot 1 qui lui est déclaré infructueux, donc on était sur une estimation à 1 900 000 à peu près, et donc avec la meilleure offre à un peu plus de 2 millions, ce qui fait un écart de à peu près 10%, un peu moins de 10% au-dessus l'estimation. Et contrairement au lot 2, espace vert serrurerie, où là on avait une estimation à 231 000 euros, et donc le marché à 198 qu'on vient de voir. Donc là on est à quasiment un tiers de moins sur ce lot-là, et d'où notre intérêt de pouvoir affermir dès ce soir ce lot, et de relancer l'autre pour pouvoir rentrer dans l'enveloppe avec les arbitrages qu'on a pu évoquer en commission la dernière fois. Très bien. Non, je ne vais pas reposer les questions que j'ai posées en commission. Si vous avez eu les réponses. Oui, ben oui. C'est l'essentiel. En commission, oui, aux questions posées, oui. Mais bon, on n'avait pas eu les estimations. Et puis, j'en profite, là, le groupe de pilotage, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas réuni au niveau de... C'est normal? Alors le groupe de pilotage, sa première mission, c'était de pouvoir faire les arbitrages, mais justement, il va pouvoir se réunir une fois qu'il y aura l'attribution des différents lots pour pouvoir suivre aussi la phase de chantier, parce que c'était une de ses missions. Donc en ayant, quand on aura réceptionné les différentes offres sur le lot 1, et du coup avec un candidat qui pourra être retenu, on pourra avoir un planning plus affiné et des échanges plus précis. Donc le comité de pilotage pourrait vous proposer de le réunir à ce moment-là. Parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait eu quelques réaménagements là au niveau du lot 1, et c'est vrai qu'on n'a pas été tenu au courant. C'est les éléments, c'est des arbitrages qui ont été faits pour pouvoir justement rentrer dans les enveloppes et ne pas perdre de temps sur le projet. C'est ce qui avait été présenté en commission. Aujourd'hui, lors du dernier comité de pilotage de mémoire, il y avait eu différentes choses qui avaient été évoquées, à la fois le traitement, donc l'impossibilité de pouvoir poser du pavé sur le double rond-point, et les questions étaient revenues autour du béton désactivé ou du pavé en ascodal. Aujourd'hui avait été fait le choix de lancer le premier marché avec le pavé ascodal, ce qui explique pourquoi on dépasse l'enveloppe, et donc on est revenu sur l'autre version en béton désactivé, sur ce qui est aujourd'hui le double rond-point au niveau du carrefour Blossac rue de la République. Et c'est un marché qui se termine à la fin de la semaine, je crois, l'appel d'offres, normalement, se termine à la fin de la semaine. Donc... Espérons que cette fois-ci, l'appel d'offres soit fructueux, parce que ça me paraît évident que les travaux doivent commencer par le lot 1. Ah oui, c'est mieux. Ça, c'est évident. Donc, c'est très bien d'attribuer le lot 2. OK, on en a parlé en commission, mais pourvu que l'appel d'offres soit de nouveau fructueux au niveau du lot 1. Une autre question? Non, pas d'autres questions. Donc, je vous propose de délibérer sur cette délibération. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Elle est donc adoptée. Et je vais laisser la parole à nouveau à Monsieur Vergnaud. Donc, il s'agit d'une délibération concernant l'instauration du permis de démolir sur l'ensemble de la commune. Merci, Monsieur le maire. En effet, l'article R 421-28 du Code de l'urbanisme soumet au permis de démolir la démolition, ou le fait en tout cas de rendre inutilisable toute ou partie d'une construction, celles qui sont situées dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable comme on peut l'avoir à Fontenay, qui sont situées également dans les abords des monuments historiques définis dans le Code du patrimoine, ou inscrites au titre des monuments historiques, celles également qui sont situées dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière, donc c'est le cadre à Fontenay avec Laurie, situé également dans un site inscrit ou site classé en instance de classement en application des articles du Code de l'environnement, ou encore identifié comme devant être protégé en étant situé à l'intérieur d'un périmètre délimité par le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application des articles L151-19 ou article 151-23.
Pour autant, le conseil municipal peut décider d'instituer un permis de démolir sur l'ensemble de son territoire, en application de l'article L421-27 du Code de l'urbanisme. Et c'est pourquoi la ville affiche ce soir la volonté de pouvoir préserver son patrimoine et de le valoriser également, en protégeant les constructions qui peuvent présenter un intérêt architectural, esthétique, historique ou culturel. De plus, outre sa fonction d'outil de protection du patrimoine, le permis de démolir permet d'assurer un suivi de l'évolution du bâti sur le territoire communal. Ainsi, toutes les démolitions sur la commune, excepté celles visées à l'article L421-29 du Code de l'urbanisme, devront faire l'objet d'une décision favorable préalable. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'instituer le permis de démolir sur l'ensemble du territoire communal pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de construction. Et vous avez le contenu de la délibération, donc décider d'instaurer le permis de démolir sur l'ensemble du territoire communal à compter du 1er octobre 2023 pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction en application de l'article LR421-27 du Code de l'urbanisme, de préciser que sont dispensées du permis de démolir les démolitions de constructions soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. Les démolitions effectuées en application du Code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du Code de la santé publique sur un immeuble insalubre, les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive, les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution des plans d'alignement approuvés en application du chapitre 1er du titre 4 du livre 1er du Code de la voirie routière, les démolitions de lignes électriques et de canalisation, les démolitions de constructions réalisées dans le cadre d'une opération qualifiée d'opération sensible intéressant la défense nationale, les démolitions réalisées dans le cadre d'une opération qualifiée d'opération sensible intéressant la sécurité nationale, et de préciser également que la présente délibération sera annexée au plan local d'urbanisme et d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué par arrêté à signer tout document relatif à cette délibération. Merci. J'ai juste enjambé une délibération. C'est d'abord deux délibérations qui sont inversées dans le PLU, mais voilà, on va revenir sur l'autre, mais je vous propose qu'on délibère quand même sur celle-ci si vous en êtes d'accord. M. Vergniaud avait commencé à parler de clôture, et puis après, on s'est mis à démolir. Alors. Voilà, c'est moi le responsable. On délibère sur celle-ci si vous êtes d'accord. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci, elle est adoptée. Du coup, on va faire un petit saut en arrière concernant les clôtures. Donc pour les clôtures, en effet, donc là c'est... alors les clôtures, c'est moi. Tac. C'est celle-ci. Donc la déclaration préalable pour l'édification des clôtures est instituée de fait dans le périmètre du site patrimonial remarquable et pour les abords des monuments historiques. En dehors de ces secteurs, la déclaration préalable pour l'édification des clôtures n'est pas obligatoire. En tout cas, elle l'est que si la collectivité compétente en matière de plan d'urbanisme décide de l'instituer. Les clôtures contribuent à la fois à la qualité paysagère des paysages urbains et naturels. C'est pourquoi dans certaines zones du plan local d'urbanisme, l'aspect des clôtures est réglementé. Afin de pouvoir s'assurer de l'application des dispositions réglementaires, il apparaît donc nécessaire d'instaurer une formalité qui est la déclaration préalable pour l'édification de clôture. Ce dispositif permettra de faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci ne respectera pas le PLU ou si la clôture est incompatible avec une servitude d'utilité publique, de manière à éviter la multiplication de projets non conformes et le développement d'éventuels contentieux. Les clôtures nécessaires à l'activité agricole, elles, ne sont pas soumises à cette déclaration préalable. Il vous est donc proposé de décider de soumettre l'édification des clôtures à une procédure de déclaration préalable à compter du 1er octobre 2023 également, sur l'ensemble du territoire communal, en application de l'article R4121-12 421-12 du Code de l'urbanisme et de préciser que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ne sont pas soumises à déclaration préalable, de préciser que la présente délibération sera annexée au plan local d'urbanisme et d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué par arrêté à signer tout document relatif à cette délibération. Merci monsieur Vergniaud. Avez-vous des questions sur ces clôtures? Questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée, merci. Et on va passer à l'autre délibération, qui est la délibération importante, concernant la révision générale du PLU. Donc, je vous rappelle que c'est un dossier qu'on a engagé il y a bientôt 7 ans, et qui devrait, j'espère, se terminer ce soir. Donc, c'est un bon moment, en tout cas. Monsieur Vergniaud.
En effet, ça fait écho aux deux délibérations précédentes et surtout au travail qui est réalisé depuis maintenant 2017 où le conseil municipal avait décidé par délibération de prescrire la révision générale du PLU, un travail colossal qui a été réalisé à la fois par le cabinet GECO qui nous a accompagnés et à la fois par les services de la collectivité que je remercie à cette occasion pour ce travail fin qui a été réalisé, un travail de longue haleine, donc on l'a dit, initié en 2017 avec des objectifs à la fois simples mais aussi très ambitieux pour pouvoir préserver le foncier agricole et les espaces naturels. Il faut savoir que c'est à peu près 175 hectares qui vont être rendus justement à ces activités-là de foncier agricole ou d'espaces naturels. Également un travail sur la préservation des haies qui a été mené avec le cabinet, mais aussi avec la LPO en local qui a pu faire un recensement sur ces haies du territoire. Et notre volonté, c'était aussi de pouvoir conserver le foncier économique. C'est ce qui est le moteur de demain, de pouvoir accueillir de nouvelles entreprises. Donc réussir à préserver cette activité économique qu'est l'agriculture, tout en gardant du foncier pour pouvoir accueillir de nouvelles entreprises. Et c'est ce qui nous amène à un PLU qui va pouvoir demain inciter à la reconquête de friches en centre-ville avec moins de surface ouverte à l'habitat et donc rendre plus attractifs les projets de reconquête, de démolition et de reconstruction sur ces friches que l'on peut connaître en centre-ville. Un travail aussi important a été fait dans le cadre de ce PLU pour pouvoir identifier, en complément du secteur sauvegardé que l'on connaît déjà, le reste du patrimoine qui est parfois en bordure mais qui présente un intérêt architectural fort. Donc ça, c'était les enjeux majeurs de notre PLU et qui s'est traduit par des étapes un peu plus administratives. On avait déjà pu en échanger lors du conseil municipal en décembre 2022 où on avait procédé à l'arrêt du PLU. Depuis, s'est lancée toute une étape de concertation assez formelle avec les personnes publiques associées, donc l'ensemble des services de l'État, la Chambre de l'agriculture et de nombreuses instances environnementales et architecturales qui agissent sur le territoire. Alors, on relève ce soir que l'ensemble de ces personnes publiques associées ont pu émettre un avis favorable au travail qui a été réalisé. Et c'est poursuivi en début d'été par une enquête publique, donc là où l'ensemble des citoyens ont pu s'exprimer. On a pu recenser 41 observations dans cette enquête publique et où le commissaire enquêteur a pu nous faire part des remarques sur lesquelles on a répondu et qui a rendu, à la suite de nos réponses, un avis favorable également à ce projet de révision du plan local d'urbanisme de Fontenay, avec des réserves qui avaient été déjà intégrées, qui sont de reporter l'ouverture à l'urbanisation de la partie nord, secteur collinerie, et d'intégrer dans le PLU, approuver les propositions du mémoire en réponse. Donc à noter les quelques propositions qui ont été faites suite aux 41 observations qu'il y a pu d'avoir dans le PLU. Donc certaines assez techniques sur des servitudes sur les conduites de gaz à haute pression, les lignes haute tension. Également des précisions sur les zones humides ou des détails de repérage dans les différents zonages qui ont pu être précisés. Également des mentions concernant le porté à connaissance des services de l'État sur le risque d'inondation de la rivière Vendée. Et puis des modifications du plan de zonage qui peuvent être, alors parmi les plus significatives, on a évoqué une zone 2 AU, donc une zone d'extension à vocation économique qui devait intervenir dans un second temps, une fois que toutes les zones étaient consommées, donc là, qui retourne à vocation agricole, l'ajout d'un linéaire important de haies protégées, en tout cas d'un alignement d'arbres protégés sur la limite du territoire de la commune de Fontenay en bordure avec Saint-Martin-de-Fregnault au niveau du pôle auto. Également l'ajout d'une zone en espace naturel à l'arrière de la gendarmerie actuelle où on avait un terrain qui était difficilement accessible et avec des difficultés pour l'aménager. Un travail aussi qui a été fait sur l'aménagement du pôle santé. Vous avez pu voir les dernières avancées sur ce projet de pôle santé à proximité du centre hospitalier. Et donc on a pu intégrer dans le PLU, dans l'orientation de l'aménagement, justement les dernières propositions d'Office Santé et de Care Santé sur ce programme-là. Donc voilà les modifications majeures qui ont pu être intégrées dans le PLU. Vous avez dans le dossier du Conseil l'ensemble du rapport d'enquête publique avec l'ensemble des réponses par la collectivité qui ont été apportées. Et je soulignerai une dernière modification majeure qui est celle qui concerne le moulin de Charzay. On connaissait tous cette friche
La minoterie, pardon, voilà, la minoterie de Charzay, on l'appelle le moulin de Charzay maintenant, la minoterie, voilà, entre Charzay et Fontenay, qui marquait le paysage, et aujourd'hui qui a été démoli par le propriétaire suite à de nombreux échanges qu'on a pu avoir dans le cadre du PLU, et donc justement il y a l'ensemble de l'emprise de l'ancienne minoterie qui qui va revenir constructible et qui va pouvoir accueillir de nouveaux logements sur ce territoire-là. Donc il est proposé ce soir au conseil municipal de modifier le plan local d'urbanisme qui a été soumis à enquête publique pour tenir compte des différents avis des personnes publiques associées, des éléments mentionnés dans le rapport d'enquête publique et des conclusions et avis présentés par le commissaire enquêteur. D'approuver également le plan local d'urbanisme tel qu'il est annexé avec son contenu à la présente délibération, de dire que la présente délibération fera l'objet d'une transmission au préfet et des mesures de publicité et d'affichage prévues par le code de l'urbanisme, de dire que le dossier de PLU tel qu'approuvé par le conseil municipal sera tenu à la disposition du public et sera rendu exécutoire à l'issue des différentes mesures de publicité et d'affichage mentionnées dans le code de l'urbanisme. Merci, Monsieur Vergniaud. Avez-vous des questions sur cette délibération? Pas de questions? Oui, Monsieur Bertin. Bien. Alors oui, quand même quelques précisions. On ne va pas refaire les débats des conseils précédents, bien entendu, mais la lecture du rapport d'enquête publique, là, nous amène à formuler quelques remarques. Alors, je vais peut-être redire parfois des choses que M. Vergniaud a évoquées, mais d'autres vont compléter, je pense. Le nouveau zonage, dans son ensemble, nous paraît plus lisible que l'actuel. C'est-à-dire, le nouveau zonage dans le projet nous paraît beaucoup plus lisible. Il y a moins de dispersion ou d'enchevêtrement des zones. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le zonage dans son ensemble, on voit bien, c'est bien les zones, c'est de manière cohérente. D'ailleurs, à travers ce zonage, on retrouve la mise en œuvre des grandes lignes du PPDA qu'on avait adoptées. Je prends quelques exemples, je ne vais pas tout lister. Comment? PADD. PADD. PPDA, c'est autre chose. Mais c'est pas grave, c'est une petite touche d'humour. Le fait de penser à ce qu'on va dire en disant du PADD. Mais en fait, j'avais écrit sur ma feuille PPDA. Bon, alors, notamment, qu'est-ce qu'on retrouve? Le renforcement d'une densification de la zone urbaine. D'ailleurs, on avait bien noté la volonté de limiter les friches en centre-ville. On le retrouve à travers ce zonage. Et je me souviens, il avait été beaucoup mis l'accent sur le caractère environnemental au niveau de ce nouveau PLU. On le retrouve, notamment, on a noté la création d'une zone AP, c'est-à-dire une zone agricole protégée. Parmi les personnes publiques associées, c'est vrai que l'ensemble a donné un avis favorable, mais on peut noter que la Chambre d'agriculture, elle demande la suppression de cette zone AP, en passant. Bon. Alors, au niveau des zones économiques, pas de problème. Alors, ce qu'on a fait après, on a repris le tableau de synthèse qui est à la page 14, qui nous paraissait assez intéressant, parce qu'il y a des chiffres, on peut peut-être un peu mieux situer au niveau des surfaces. Alors, qu'est-ce qu'on constate? La surface en secteur patrimoine remarquable n'a pas changé, arrondi à 85 hectares. La surface en zone U augmente de 163 hectares par rapport au plus précédent. Donc là, c'est toujours pareil, on densifie en centre-ville, etc., plus dans le centre-ville. Par contre, les zones 1AU, il y avait un volume important de surface dans le plus précédent, et là, ça diminue de 83%. C'est-à-dire, on libère 346 hectares. On l'a compris, une partie de ces 346 hectares vont aller en zone U, et l'autre partie sont reversés en agricole, comme vous l'avez dit. Voilà. Donc, OK. Par contre, je me souviens que vous aviez parlé d'un objectif de 676 logements sur échéance de 10 ans. Alors, souhaitons que ce qui est dégagé en zone U et en zone 1AU permette de satisfaire cette demande. Enfin, tout du moins, c'est le premier souhait. Bien entendu, si une part importante, c'est la moitié des zones 1AU qui est reversée en agricole, on l'attribue au principe récurrent réduction de la consommation NAF, nature et forestière. C'est bien ça. Alors,
Après, vous avez parlé des 41 personnes qui se sont manifestées. Et effectivement, vous avez cité rapidement les quelques prises en compte, minoterie de Charzay, etc., etc. Par contre, ce que l'on doit noter, c'est que la grande majorité ont été rejetées par la collectivité avec à chaque fois la même réponse, c'est-à-dire, je ne vais pas lire tout le paragraphe, hein, c'est un peu rébarbatif, mais toujours la conclusion, c'est le maintien de ces terrains en zone constructible constituerait de la consommation d'espace NAF. Bon. Donc, rejet. Alors, c'est là où on diverge. Parce qu'à notre avis, il aurait été possible de répondre favorablement à une grande partie de ces demandes ponctuelles et tout à fait recevables par ailleurs. De classer une bonne partie de ces petites parcelles en zone urbanisable, ce qui aurait permis aussi une certaine linéarité en limite de zone, plutôt que de conduire à désenclaver certaines friches. D'ailleurs, Mme Verhaeghe y a fait allusion au Conseil de décembre 2022. À notre avis, ce n'est pas parce qu'on aurait consommé quelques hectares supplémentaires dans la zone 1AU, au détriment de la zone A, que les objectifs de réduction de la consommation d'espace NAF auraient été considérablement réduits. D'ailleurs, on peut rappeler ce qu'a écrit le commissaire enquêteur à ce sujet. Donc je vous lis ce qu'a dit le commissaire enquêteur. Dans le registre, mais aussi lors des permanences, plusieurs personnes évoquent la brutalité avec laquelle les modifications de zonage sont appliquées. Des parcelles constructibles dans l'ancien PLU deviennent non constructibles. Les conséquences sur les propriétaires sont très importantes. Bien sûr, il y a la perte financière qui peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais aussi l'anéantissement d'un projet familial. Parfois, cela remet en cause l'équilibre d'une succession. Ce n'est pas nous qui disons ça, c'est le commissaire enquêteur. Je continue. Alors que l'on s'attendrait à une ligne droite pour rejoindre les zones urbanisées, on observe un découpage fin qui crée des secteurs agricoles presque enclavés au milieu de la ville. Parfois même totalement enclavés, et il a donné quelques schémas. Donc, il se trouve que ça, c'était notre principal grief lors du Conseil de décembre 2022. Donc, je ne vais pas refaire les débats, mais vous l'avez compris, nous ne remettons pas en cause les grandes lignes de ce nouveau PLU. Nous regrettons que la majorité des demandes formulées par nos concitoyens n'ont pas été prises en compte en répondant de manière plutôt technocratique qu'humaine. Voilà, parce que notre analyse... Oui. Juste dire un mot quand même, M. Bertin, parce qu'il me semble que vous faites partie d'une sensibilité politique quand même qui fait appliquer le ZAN, le zéro artificialisation nette, et je peux vous dire qu'en termes d'autorité, c'est pas mal à appliquer non plus. Donc je veux quand même rappeler ça, parce que c'est un peu facile. Je peux vous dire que quand on porte un dossier comme le PLU, je peux vous dire que c'est compliqué. C'est très difficile. Très difficile. Et si on a des avis favorables, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé avec les cabinets, on a beaucoup travaillé. Et je peux vous dire que c'est pas facile effectivement de dire aux gens, quand on a une parcelle constructible, qu'elle ne l'est plus, parce que c'est l'intérêt général d'arrêter de gaspiller du foncier. Alors, est-ce qu'on en avait trop avant ou est-ce qu'on n'en a pas assez aujourd'hui? En tout cas, aujourd'hui, on ne fait qu'appliquer les directives gouvernementales et c'est sans compter le ZAN qui commence à s'appliquer. Et je peux vous dire que ça ne va pas être une mince affaire. Donc, je trouve que c'est un peu cavalier, honnêtement, parce que c'est un peu facile de faire des reproches en termes d'autorité. Moi, je n'ai pas l'impression que le gouvernement actuellement soit extrêmement laxiste sur le sujet du ZAN. Et moi, j'aimerais bien qu'il lâche un peu. Voilà, je veux quand même redire un peu ça parce que je trouve que c'est un peu facile. De réponse. Oui. On ne remet pas en cause le zéro artificialisation. Simplement, ce qu'on dit, c'est que quelques hectares pris à la marge n'allaient pas remettre en cause. Vous vous rendez compte? Si, c'est bien ça le problème, M. Bertin. Non. Mais si, monsieur Bertin, c'est nous qui travaillons avec la préfecture depuis 7 ans. Non, je peux vous le dire. Ce que je venais de dire, c'est qu'on a bien compris qu'on libérait 205 hectares à l'agricole. Oui. Mais ce qu'on veut dire, nous, ce soir, c'est que même si on avait libéré 202 hectares, ça n'aurait pas été tout perdu. Eh bien si, voilà. C'est ça le problème, M. Bertin, c'est qu'aujourd'hui, déjà, ce qu'on a obtenu, ça a été le fruit d'un travail acharné pour les obtenir. Je peux vous assurer. Et en fait, les discussions, c'est qu'à chaque fois qu'on devait remettre un foncier
parce que parfois il y avait, et ça a été le cas, c'est ce qu'a dit M. Vergnaud, il y a eu quelques discussions à la marge, mais à la marge, c'est vrai qu'on n'a pas du tout ouvert la porte, parce qu'à partir du moment où vous l'ouvrez, je peux vous dire que vous avez un défilé effectivement à la mairie. Donc à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Et donc le sujet, c'était si on ouvrait la porte, à chaque fois on pouvait ouvrir la porte, mais il fallait en enlever ailleurs. C'était pas pour en grignoter 2 ou 3 hectares. Le sujet, c'était si vous en donnez à quelqu'un d'autre, il faut en enlever ailleurs. Donc c'est toujours compliqué, vous voyez, ce jeu-là, il est toujours très difficile. Parce qu'évidemment, tout le monde, et c'est normal, c'est toute la différence entre l'intérêt particulier et l'intérêt général. Voilà, la somme des intérêts particuliers n'a jamais fait l'intérêt général. Alors l'intérêt particulier, l'intérêt général, on ne le place pas toujours au même avis, surtout quand soi-même on a un terrain constructible. Vous voyez, c'est difficile. Voilà, et je peux vous dire, et pour les services, et pour l'élu qui est en charge de dossier, que je remercie d'ailleurs au passage, franchement, c'est pas la mission la plus sympa quand on est adjoint. Je peux vous assurer, il y a des choses plus sympas quand on a des missions voilà, dans la collectivité. Et porter le PLU, ça n'a pas été facile. Moi, je l'ai porté au début du mandat. Benjamin l'a porté à la fin du mandat. Je le félicite parce que c'est un dossier compliqué. Alors, dire que c'était autoritaire, je trouve ça un peu cavalier quand même. Mais bon, c'est votre avis, je l'entends. Hein. Je vais peut-être, Monsieur Vergnaud veut peut-être dire un mot. Je n'ai pas dit autoritaire, j'ai dit technocratique. C'est pas pareil. Alors non, justement, je pense que le côté technocratique, pardon, il vient de l'application de la loi qui a été votée par les députés. Aujourd'hui, les services de l'État appliquent la loi ZAN très bien, mais derrière, c'est nous, en tant que collectivité, qui devons assurer ce service après-vente et recevoir les personnes qui ont en effet des terrains qui ne sont plus constructibles. Vous partez, vous, du PLU de 2005 et vous faites la soustraction. Le travail qui nous a été imposé suite à la loi ZAN qui a été votée, c'est de dire combien vous avez consommé les dernières années et combien vous pourrez consommer les prochaines. Peu importe combien on a d'ouvert. Ils ne regardaient pas du tout les 200 hectares que vous évoquez aujourd'hui, qui étaient dans le PLU existant. Donc oui, on aurait peut-être pu faire le choix politique de garder le PLU avec des règles d'urbanisme datées, avec une consommation d'espace agricole qui ne correspond plus du tout à ce qu'on peut attendre aujourd'hui dans nos territoires. On a fait le choix, sans doute difficile, et pour les propriétaires principalement, de modifier ce PLU et d'avoir une suppression conséquente des surfaces ouvertes à l'habitat. Mais quand j'entends ce discours qu'on a été technocratique, et quand je vois les rendez-vous qu'on a pu avoir, que j'ai pu avoir ou qu'on a pu recevoir avec Monsieur le maire, pour les personnes justement, les plus gros propriétaires qui ont vu des projets devenir irréalisables ou des surfaces importantes repasser en agricole, je pense que l'humain et les échanges, on les a eus, et bien avant cette enquête publique. L'enquête publique était finalement, on les a invités pour la plupart justement à venir mentionner dans l'enquête publique, mais malheureusement on ne peut pas donner cette possibilité parce que c'est un hectare pour un hectare. Aujourd'hui on arrive à avoir, alors j'ai plus en tête, mais les premiers objectifs de l'État, ils nous demandaient de garder que 8 hectares ouverts à l'habitat. 8 hectares ouverts à l'habitat. Donc aujourd'hui on a réussi à avoir un peu plus. Mais quand on a 8 hectares, les 2 ou 3 hectares que vous évoquez, ils font de la différence, justement. Donc on est sur ces chiffres-là. Les 200 hectares que vous évoquez, on les a pu. Et juste pour revenir justement sur l'avis de la Chambre d'agriculture sur le zonage AP, qui est en effet un zonage sur le sud de la commune qui protège une partie des terres agricoles, ou en tout cas qui évite l'installation de nouveaux sièges agricoles, donc qui permet aux agriculteurs déjà présents de s'installer, de développer leur activité, mais pas de nouveaux sièges. C'est un zonage qui est en effet une protection liée à un passage d'oiseaux migrateurs qui était déjà existant dans le PLU de 2005. Donc je suis pas sûr qu'enlever aujourd'hui des protections pour la faune et la flore soit de bon ton. Merci, Monsieur Vergnaud. Non, je croyais que vous aviez une intervention. Voilà, donc je vous propose du coup d'approuver cette délibération. Donc, qui est contre, qui s'abstient, merci. Elle est donc adoptée. Et j'en profite moi aussi pour renouveler mes remerciements. Et voilà, je vois Monsieur Thiriou qui est au fond de la salle et à l'ensemble des services qui ont contribué à ce PLU. Voilà, ne croyez pas qu'il n'y aura pas d'autres dossiers à ouvrir. On va en trouver d'autres, il y a d'autres travails, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un gros sujet qui vient de se terminer ce soir, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour la commune en tout cas. Et je vais laisser la parole à Monsieur Guyonnet pour le plan de prévention bruit dans l'environnement. Merci Monsieur le maire.
La directive européenne 2002-49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement définit une approche commune à tous les États membres de l'Union européenne visant à éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles de l'exposition au bruit dans l'environnement dans une logique de développement durable. Il s'agit de protéger la population et les établissements scolaires ou de santé des nuisances sonores excessives, de prévenir de nouvelles situations de gêne sonore et de préserver les zones de calme. Cette approche est basée sur une cartographie de l'exposition au bruit, dans une information des populations et sur la mise en œuvre de plans de prévention du bruit dans l'environnement, PPBE, au niveau local. Les voiries communales faisant l'objet d'une analyse dans le projet PPBE de la ville sont la rue de la République, entre la rue Georges Clemenceau et le boulevard Hoche, RD 938 terre, la rue Georges Clemenceau entre la rue de République et la place Viette, la rue Kléber entre la rue Marceau, RD 948B, et le boulevard Hoche, RD 938 terre. Au regard de l'analyse des cartes de bruit stratégiques, seule la rue de la République représente des points noirs, bruit potentiel, et un seul secteur à enjeu avéré au niveau de son intersection avec les rues Kléber et Saint-Nicolas. Le PPBE détaille par ailleurs les mesures réalisées par la ville de Fontenay-le-Comte depuis 10 ans, au travers d'actions spécifiques ou indirectes contre le bruit, et présente les mesures envisagées dans les 5 ans à venir. Le PPBE a fait l'objet d'une mise à disposition du public du 22 mai au 24 juillet 2023 en consultation dématérialisée et en consultation papier. Aucune remarque n'a été formulée à cette occasion. Il y a lieu désormais d'envisager l'approbation définitive du plan de prévention du bruit dans l'environnement. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan de prévention du bruit dans l'environnement élaboré par la ville de Fontenay-le-Comte, tel qu'annexé à la présente délibération, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure de mise à disposition. Merci Monsieur Guyonnet. Est-ce que vous avez des questions sur ce PPBE, pardon? Pas de questions. Donc je propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Comme j'étais distrait, et du coup j'ai encore loupé une délibération. Donc on fait un tout petit retour en arrière sur la 8. Concernant le droit de préemption urbain, je prie de m'excuser, modification suite à l'approbation de la révision du PLU. Et c'est Monsieur Vergniaud. Merci Monsieur le maire. En effet, ça découle de l'approbation du PLU que l'on vient de voir juste avant. Donc, le Code de l'urbanisme précise que les communes qui sont dotées d'un PLU approuvé, ce qui est le cas avec le nouveau, peuvent par délibération instaurer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation futures délimitées par ce plan, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé. Le droit de préemption a été institué dans les zones urbaines en 1987 pour la première fois par le conseil municipal de Fontenay-le-Comte, à l'époque avec un plan d'occupation des sols, et étendu en 2001 aux zones d'urbanisation futures. Il a été délégué à la communauté de communes du Pays de Fontenay en 2003 pour les zones UE, donc c'est la vocation économique, dans le cadre de sa compétence développement économique. Et l'ensemble a été confirmé dans une nouvelle délibération avec le plan local d'urbanisme en 2005. Aujourd'hui, dans le cadre de la révision générale du PLU approuvé en cours de séance, les périmètres des zones urbaines et à urbaniser, U et AU, vous l'avez souligné d'ailleurs Monsieur Bertin, ont été modifiés. Et il convient de préciser dans le champ d'application du droit de préemption urbain par rapport aux nouvelles zones U et AU du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, pour déléguer ce droit de préemption à la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée, il s'avère nécessaire de préciser le nouveau champ d'application de cette délégation dans les zones UE et 1AUE du plan local d'urbanisme révisé. Il est donc proposé au conseil municipal d'abroger l'ensemble des délibérations relatives au droit de préemption urbain, à savoir les délibérations datées du 7 octobre 1987, du 3 mai 2001, du 15 mai 2003, du 24 mars 2005, du 18 mai 2006 et du 24 novembre 2015. D'instaurer le droit de préemption urbain simple dans l'ensemble des zones urbaines UA, UB, UD et UE, et à urbaniser, donc 1AU et 2AU, y compris tous leurs sous-secteurs, conformément au document graphique du plan local d'urbanisme
approuvé d'instaurer le droit de préemption urbain simple sur l'ensemble des périmètres du site patrimonial remarquable, ce qu'on appelle plus communément le secteur sauvegardé, et de déléguer le droit de préemption urbain simple à la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée dans les zones urbaines à vocation économique. Vous avez le détail des zones urbaines, donc UE avec leur indice derrière, et les zones A urbanisées à vocation économique, donc 1AU avec leur indice suivant. Et de décider que la délibération prendra effet le jour de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme, de dire que la présente délibération sera transmise à la direction départementale des finances publiques et à la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au bureau et au greffe du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, et de déléguer tout pouvoir à monsieur le maire pour mener à bien les opérations. Parfait, merci. Avez-vous des questions sur cette délibération? Non. Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Merci. Et je vais laisser la parole à Ghislaine. Donc là, il s'agit d'avenants concernant le PRIR. Donc la première, c'est d'un ajustement mineur numéro 2 à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain. Merci, monsieur le maire. La ville de Fontenay-le-Comte et la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée se sont engagés comme porteurs de projet dans un ambitieux programme de renouvellement urbain sur le quartier des Moulins-Liots, dont les contours et les financements ont été arrêtés par une convention pluriannuelle signée le 2 mars 2020 entre les collectivités, l'État, son agence l'ANRU, Action Logement, ainsi que les partenaires opérateurs, les bailleurs Vendée Habitat et Vendée Logement, ainsi que la société Podelia Accession. Cette convention a fait l'objet d'un avenant le 22 novembre 2022, permettant de préciser les dessins des aménagements sur le quartier, d'ajuster la programmation de logement, ainsi que les plans de financement de certaines opérations, après résultat d'études plus poussées. Ce programme est entré en phase opérationnelle. Le présent ajustement mineur a pour objet le changement de la gestion d'attribution des contreparties Action Logement qui s'opère aujourd'hui en flux. Ce changement est réalisé sur l'ensemble du territoire national sans incidence sur les programmes ou financements des opérations. Par ailleurs, l'ajustement mineur prévoit le changement de maîtrise d'ouvrage pour l'opération de 20 logements en accession aidée, passant de la ville de Fontenay-le-Comte, qui est désigné maître d'ouvrage en attente d'un opérateur, à Podelia Accession, et précise la localisation des 2 opérations de logement en accession. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le projet d'ajustement mineur numéro 2 à la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Fontenay-le-Comte, cofinancé par l'ANRU, dans le cadre du NPNRU et son annexe, annexée à la présente délibération. D'autoriser monsieur le maire à signer l'ajustement mineur numéro 2 à la convention et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci madame Echeron. Est-ce que vous avez besoin de précision sur cet avenant technique? Non. Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc pareil, deuxième modification dans le cadre de l'ANRU. Monsieur Vergniaud. Il s'est reposé maintenant. La parole à monsieur Vergniaud. Merci. Donc en effet, voilà, le projet de renouvellement du quartier des Moulins que l'on porte, Ville de Fontenay et communauté de communes, avec l'ensemble des partenaires, a pour objectif une amélioration de l'image du quartier, mais aussi une diversification de l'offre de logement. Ça se traduit par la rénovation de l'ensemble des logements sociaux du quartier, qui est d'ailleurs bien avancée, une transformation des forêts urbaines, la démolition des tours FGH qui, elle, également avance très bien et va pouvoir changer de visage dans les toutes prochaines semaines, la reconstruction sur site de 60 logements en location sociale ou en accession aidée. Depuis la signature de cette convention en mars, justement, les partenaires se sont engagés en concertation avec l'ensemble des habitants et les usagers dans le dessin d'un plan guide pour pouvoir proposer des aménagements plus cohérents sur l'ensemble du quartier. Les travaux de réhabilitation ont été engagés pour la création des logements neufs et justement, cela entre dans une phase opérationnelle. Dans ce contexte, la ville et Podelia Accession, qui sont chacun maître d'ouvrage de 20 logements en accession, ont pu affiner les emplacements, les formes urbaines, l'architecture et le phasage entre ces 2 opérations.
Ces programmes se présentent sur des terrains qui sont à proximité et qui sont desservis par les mêmes voiries sur l'ensemble du quartier. Au regard des complexités techniques et de réalisation des opérations de viabilisation, de l'imbrication des opérations et des contraintes administratives, notamment avec la date qui nous est fixée par l'ANRU à fin juin 2025, la ville de Fontenay-le-Comte s'est rapprochée de la société Podelia Accession pour être opérateur des lots de logements relevant de sa maîtrise d'ouvrage, ce qui implique un transfert de maîtrise d'ouvrage qui a pour objectif de faciliter la réalisation de ces chantiers et d'assurer des continuités techniques, esthétiques et paysagères pour un changement effectif de l'image du quartier et la production de logements accessibles dans les meilleurs délais. Les conditions de transfert de maîtrise d'ouvrage sont exposées dans la convention passée entre la ville et Podelia Accession et ce transfert sera entériné par un ajustement mineur à la convention pluriannuelle du PRIR. Il vous est donc proposé d'approuver la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de 20 logements en accession aidée sur le PRIR Moulin-Lio et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci, monsieur Vergnaud. Des questions? Non. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, est adopté. Et on va laisser monsieur Foulonneau. Donc là, il s'agit de l'ORI, l'opération de restauration immobilière, sur le bilan de l'enquête publique, confirmation de demande de déclaration d'utilité publique. Merci, monsieur le maire. La délibération est un petit peu longue. Je vais essayer de la résumer si jamais vous avez des questions. Monsieur Vergnaud, qui s'est occupé de ce dossier, se fera un plaisir d'éclairer vos lanternes, si toutefois elles étaient en berne. Donc, par délibération du conseil municipal du 8 novembre 2022, la ville a approuvé la mise en place d'une opération de restauration immobilière, ORI, sur des immeubles vacants, diffus et dégradés en application de l'article L313-4 du Code de l'urbanisme. Le périmètre, c'est la rue Gaston-Guimet et la rue des Loges, donc le quartier cœur de cité, et nous avons autorisé monsieur le maire à solliciter le préfet pour la mise à l'enquête publique. Cette enquête a eu lieu du 25 juillet au 11 août 2023 et le commissaire enquêteur a rendu son rapport le 23 août. Il a émis un avis favorable à l'utilité publique de cette opération de restauration immobilière projetée dans le centre-ville de Fontenay. Il n'y a eu aucune réserve. La délibération précise, et c'est tout à fait pertinent, qu'effectivement cette opération prend tout son sens en complément des programmes déjà existants, le PLH, Programme local de l'habitat, et l'OPA-RU, et que pour les propriétaires qui n'ont pas pu s'inscrire dans ces dispositifs, des démarches d'incitation, des démarches incitatives prennent tout leur sens. La délibération rappelle la procédure qui se déroule en 3 étapes. Phase 1, sélection des immeubles. Vous en avez la liste dans la délibération, dans le dossier de conseil. La phase 2, qui consiste donc à la fameuse déclaration d'utilité publique qui est en délibération aujourd'hui. Et la phase 3, qui consiste à préciser le programme de travaux et le notifier aux propriétaires. Il est précisé donc qu'une animation auprès des propriétaires est prévue et que tout le long de l'opération, on les incite bien entendu à réaliser les travaux et pourquoi pas à intégrer l'un des dispositifs existants sur la commune, notamment l'OPA-RU. Voilà. Par la présente délibération, donc, il est proposé de confirmer la demande de déclaration d'utilité publique de l'ORI et d'ainsi clôturer la phase 2 de la procédure. Après validation, l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique de l'ORI pourra être pris et aura une durée de 5 ans. Sur la base de cet arrêté préfectoral, de nouveaux contacts seront pris avec les propriétaires concernés et pour les inciter à intervenir sur leurs biens en réalisant directement les travaux prescrits ou en vendant leurs biens. Et effectivement, il a été constaté pour l'instant un certain nombre de démarches positives dont il conviendra de s'assurer qu'elles arrivent au bout, à leur terme. Les immeubles concernés, vous les avez, ils sont au nombre de 22 dans le tableau du conseil, du dossier de conseil. Leurs localisations exactes sont indiquées dans le dossier d'enquête publique qui comporte en outre toutes les pièces relatives à l'estimation des travaux, à l'estimation de la valeur des immeubles et à l'estimation de la valeur des travaux nécessaires pour les requalifier et leur redonner une salubrité correcte. Il est donc proposé au conseil municipal de confirmer la mise en place de l'opération de restauration immobilière sur les immeubles vacants, diffus et dégradés en application de l'article L313-4 du Code de l'urbanisme dans un périmètre rapproché autour des rues Gaston-Guimet et des Loges, de confirmer
la demande de déclaration d'utilité publique de l'opération de restauration immobilière portant sur les immeubles listés ci-après, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter Monsieur le préfet pour prononcer la déclaration d'utilité publique au profit de la ville de Fontenay-le-Comte, de déléguer tout pouvoir à Monsieur le maire pour assurer la mise en œuvre de ce dispositif et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'ensemble des documents afférents à ce dossier. Merci, Monsieur Foulonneau. Juste un mot sur cette délibération, pour vous montrer quand même la cohérence de ce qu'on prend comme délibération ici. On vient juste de prendre le PLU et on vient juste de dire qu'on travaillait sur le logement vacant et sur les friches. On est en plein dedans. C'est exactement les délibérations qu'on a pu prendre sur le permis de louer. Et sur l'ORI, là aussi. Et quand il le faut, la main ne tremble pas. Parce que l'ORI, là aussi, c'est difficile d'aller dire à des propriétaires d'un logement vacant, d'un immeuble vacant, qui est vacant depuis des années parfois. Et la situation se dégrade tout le temps. Donc quand il faut prendre une délibération comme celle-ci pour déclarer effectivement d'utilité publique un bâtiment, un immeuble, pour y faire des travaux, c'est important. On a d'abord là aussi pris une première délibération, on a d'abord envoyé des courriers, il y a un travail. Et là aussi je remercie les services qui font un travail fantastique. Et d'ailleurs sur les 22 immeubles qui sont classés dans l'ORI, il y en a déjà plus de la moitié qui ont été vendus. Ça veut dire que déjà, rien que ne serait-ce d'avoir pris ces délibérations, d'avoir envoyé des courriers en disant aux propriétaires, ça suffit, cet immeuble est vacant, soit vous le vendez, soit vous faites des travaux. On a tous les dispositifs aujourd'hui dans la ville de Fontenay, à la communauté de communes, je pense à l'OPA, je pense à l'ANA, on a des dispositifs de financement importants que le gouvernement d'ailleurs a mis en place avec MaPrimeRénov'. Donc on a aussi dans le cadre de l'OPA des aides importantes de l'ANA. Donc aujourd'hui, ça suffit, c'est-à-dire que les immeubles qui sont vacants, soit on les vend et on les laisse, et un nouveau propriétaire peut en faire l'acquisition et le rénover, et c'est ce qu'il faut faire. Soit effectivement, on peut pas continuer comme ça, on a trop de logements vacants, et on ne peut pas continuer à gaspiller notre foncier. Donc c'est vraiment toute l'histoire du travail qu'on fait ici dans cette instance, et je trouve qu'il y a beaucoup de cohérence avec le PLU qu'on est en train de mener. Et je peux vous dire que, encore la semaine dernière, j'ai eu les félicitations du préfet pour toutes les cases que nous cochons en matière d'urbanisme et d'habitat, puisque nous avons à peu près tous les dispositifs qui existent, entre l'OPA, ACV, ANRU, ORI, j'en oublie encore, permis de louer. Je crois qu'on a à peu près l'ensemble des dispositifs qu'une ville peut avoir à sa disposition. C'est plutôt un bon élément. On commence à voir quelques signes positifs. Il ne faut pas relâcher parce qu'il y a du travail. Mais ces délibérations, elles ont vocation effectivement à faire avancer la commune en matière de logement vacant. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas, il y avait peut-être des prises de parole. Oui, Monsieur Bertin. Non, simplement pour aller dans votre sens, Monsieur le maire, au niveau du PLU, on n'a jamais été contre la lutte contre la désertification. Au contraire, on est pour la résorption des friches en centre-ville. Et c'est vrai que cette mesure-là, qui est le fruit d'un long travail, on l'a suivi depuis déjà pas mal d'années, on peut le dire, hein, est une très bonne mesure. Hein. Tout à fait d'accord. Merci, Monsieur Bertin. Bien, ben écoutez, je vous propose qu'on passe au vote. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Elle est adoptée. Et je vais laisser la parole à Philippe Guillonnet. Donc là, il s'agit de l'acquisition d'une parcelle cadastrée YB 226 appartenant au consort d'Aguzé. Merci, Monsieur le maire. Par courrier en date du 5 décembre 2022, Monsieur Jean-Luc Daguzé, propriétaire indivisaire de la parcelle anciennement cadastrée section YB numéro 213, 6 rue de la Prée, a attiré l'attention de la ville sur le bornage de sa parcelle afin de la vendre pour construction. Il indiquait qu'au regard des alignements de fait sur la rue de la Prée, il serait judicieux d'aligner sa parcelle avant la vente dans la perspective de tout projet ultérieur d'agrandissement de la voie. Après négociation avec le consort d'Aguzé, Monsieur le maire a pris un arrêté d'alignement sur la parcelle et a négocié l'achat de la parcelle alignée d'une contenance de 124 m² à l'euro symbolique. Aujourd'hui, le géomètre ayant divisé la parcelle, la ville se porte donc acquéreur de la parcelle nouvellement cadastrée, section YB numéro 226 d'une contenance de 124 m². Le service du domaine n'a pas été consulté, la cession ne s'inscrivant pas dans une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à 180 000 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition de la parcelle nouvellement cadastrée YB numéro 226 d'une contenance de 124 m² appartenant au consort d'Aguzé, 6 rue de la Prée à l'euro symbolique. De dire, sous condition de l'acceptation de l'acquisition, que les propriétaires et aménageurs des parcelles, section YB numéro 227, 228 et 229,
devront faire poser leurs coffrets télécom, électricité, eau et regard d'eau usée en limite de propriété sans empiéter sur la nouvelle propriété de la ville. Que les décaissements, terrassements et murs de soutènement à effectuer, s'il y a lieu, seront à la charge du ou des propriétaires voulant faire leur accès et dont les terres doivent être soutenues. D'autoriser Monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer le compromis de vente et l'acte notarié à venir, étant précisé que les frais inhérents seront à la charge de la ville. Merci, Monsieur Guyonnet. Est-ce que vous avez des questions? Non, sur cette acquisition. Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Elle est adoptée. Je vais laisser la parole à Madame Légeron. Donc là, il s'agit de la cession des 4B et 6 rue des Hautes-Roches, cadastrée section AL 181 et 182 au profit de Monsieur Anthony Faramond, Monivan Pomme et Hugo Sourget. Merci, Monsieur le maire. Depuis 2010, la ville se préoccupe d'un bien réputé 100 mètres se situant 4B et 6 rue de Hautes-Roches. En effet, le bien appartenait à Monsieur Pierre-Marie Morvan et Madame Marie-Constance Herminie Malvaux, son épouse, pour l'avoir acquis sous la communauté de biens le 19 juillet 1965. Le 18 juin 1991, par ordonnance de curatelle, le service du domaine a clôturé la succession de Pierre-Marie Morvan vacante, car ouverte depuis plus de 30 ans. Aucun héritier ne s'est présenté dans cette période. Pierre Morvan et Marie Malvaux, sa première épouse, ont acquis la maison 6 rue de Hautes-Roches, cadastrée parcelle AL 182, d'une surface de 48 mètres carrés, et son corridor au numéro 4B, cadastré parcelle AL 181, d'une surface de 19 mètres carrés, sous la communauté de biens le 19 juillet 1965. Après le décès de sa première épouse, Pierre Morvan s'est remarié le 23 février 1974 avec Christiane Roux. Aucune donation entre époux avec cette seconde épouse n'a été retranscrite. Aucun enfant n'a été déclaré lors de ces deux mariages. Marie Malvaux, née le 15 juillet 1920 et décédée le 19 janvier 1973. Pierre Morvan, né le 5 avril 1912 et décédé le 7 janvier 1988. Christiane Roux, née le 23 septembre 1935 et décédée le 20 janvier 2001. Le service du domaine, suite à l'ordonnance de curatelle du 18 juin 1991, par courrier du 4 janvier 2018, a clôturé la succession vacante de Pierre Morvan, ouverte depuis plus de 30 ans. Aucun héritier ne s'est présenté dans cette période. En juillet 2013, la toiture s'est partiellement effondrée. Suite au rapport du 29 juillet 2014 du service juridique, la ville est intervenue en prenant un arrêté d'insalubrité, numéro SJA 2014-340, qui a permis d'effectuer des travaux de préservation pour assurer la sécurité publique pour un montant de 4 079,80 € TTC. En 2021, la ville a donc lancé la procédure d'acquisition de biens 100 mètres au titre de l'article 713 du Code civil par délibération numéro 2021-0904. Cette procédure a été achevée cette année par l'arrêté d'incorporation d'un bien 100 mètres dans le domaine communal, numéro A 2023-0676, en date du 2 août 2023, reçu au contrôle de légalité, publié et affiché sur l'immeuble concerné le 3 août 2023. Et en cours de publication au service de publicité foncière et d'enregistrement de La Roche-sur-Yon, dont le numéro d'archivage provisoire est le 8504P01 P25060. Pardon. Situé dans le territoire du site patrimonial remarquable, ces biens en état de ruine sont inscrits comme étant à conserver, à remplacer ou à améliorer. Ainsi, afin de résorber cette friche dans la rue de Hautes-Roches, la ville a mis en vente ce bien. Monsieur Anthony Faramond, artisan électricien plombier, après l'avoir visité, a fait,
a alors fait une offre d'achat au prix de 5 000 € net. Vendeur, par l'intermédiaire de M. Godet, agent commercial immobilier, Safety. M. Paramonde propose une acquisition via une SCI qu'il composerait avec M. Monivan Pomme, assureur, et M. Hugo Sourget, artisan carreleur. Leur projet consiste à en faire un locatif sur la partie 6 rue de Haute-Roche et de faire du 4B une venelle de stockage des poubelles et de vélos. Le service du domaine a émis un avis le 26 décembre 2022. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la cession des immeubles cadastrés section AL 181 et 182 d'une superficie cadastrale respective de 19 et 48 mètres carrés, 6 à Fontenay-le-Comte, 4B et 6 rue de Haute-Roche, au profit de messieurs Anthony Paramont, Monivan Pomme et Hugo Sourget, ensemble et indivisément, en toute entité, à se substituer qu'ils puissent constituer ensemble au prix de 5 000 € net vendeur, frais d'agence en sus à la charge de l'acquéreur d'un montant de 3 000 €. De dire que Monsieur le maire Ludovic Ogbon recevra l'acte en la forme administrative, d'autoriser Monsieur Benjamin Vergniaud, adjoint délégué à l'urbanisme et au renouvellement urbain, à signer tous les documents nécessaires à cette cession, étant précisé que les frais inhérents seront à la charge de l'acquéreur. Merci, Madame Légeron. Bon, on ne sera pas beaucoup plus riche, hein, mais on va régler surtout une friche, là aussi, enfin un bâtiment qui s'est effondré depuis des années, ça fait, je crois, à peu près, je ne sais pas, au moins 10, ça fait 35 ans, oui. Donc je pense qu'au moins ça fera plaisir aux riverains de ne plus avoir cette friche à cet endroit. Avez-vous des questions ? Questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Et je vais laisser la parole à Madame Rouault, donc sur une délibération, un renouvellement de convention d'objectifs et de financement entre la ville et la CAF pour le Forum Jeune. Tout à fait, merci Monsieur le maire. Donc c'est un renouvellement classique qui se fait entre la Caisse d'allocation familiale de la Vendée qui nous verse une prestation de service pour le fonctionnement du Forum Jeune dont les critères et modalités de versement sont définis dans une convention d'objectifs et de financement passée entre nous, Ville de Fontenay, et donc la CAF de la Vendée. Celle-ci étant arrivée à échéance le 31 décembre 2022, il convient de la renouveler pour une durée en gros de 2 ans qui va du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le renouvellement de la convention d'objectifs et de financement de prestations de services accueil de loisirs et LSH accueil adolescent, bonus territoire CTG pour la période 2023-2024 à intervenir avec la Caisse d'allocation familiale de la Vendée et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention à intervenir ainsi que son annexe. Merci Madame Roux. Avez-vous des questions? Bon, renouvellement. Pas de questions. Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Et dans le même type de renouvellement, c'est pour la CAF aussi et la ville, pour le RLEP, la Capucine. C'est Madame Dabin. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, c'est la même chose que le Forum Jeune. Donc la Caisse d'allocation familiale de la Vendée verse une prestation de service pour le fonctionnement du LAEP La Capucine, dont les critères et modalités de versement sont définis dans une convention d'objectifs et de financement passée entre la ville de Fontenay-le-Comte et la CAF. Donc celle-ci étant également arrivée à échéance le 31 décembre 2022, il convient de la renouveler pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le renouvellement de cette convention et autorise Monsieur le maire à signer la convention à intervenir, ainsi que son annexe. Merci Madame Dabin. Des questions? LAEP? Non. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, merci. Je vais laisser la parole à Madame Drouin. Donc là, il s'agit, comme à chaque conseil à peu près, modification de tableau des effectifs. Merci Monsieur le maire. Donc dans cette délibération, effectivement, on vous propose 2 tableaux. Donc le premier tableau est modifié pour les besoins des services. Donc une suppression de grade d'ingénieur principal, une suppression de grade d'adjoint technique principal et la création du grade d'agent de maîtrise. Et dans la filière animation, c'est une personne, un agent à
temps non complet 25 heures qui passe à 32 heures, et donc la suppression d'un côté et la création de l'autre. Et en ce qui concerne les promotions internes, on avait créé des grades avant l'été pour les promotions internes. Celles-ci n'ont pas abouti, le centre de gestion n'ayant pas donné ces promotions aux agents sauf un seul. Donc nous supprimons les grades qui avaient été créés pour cette occasion. Donc 5 suppressions, grade d'attaché territorial, rédacteur territorial et adjoint technique principal. Donc je demande au conseil municipal d'approuver ces modifications du tableau. Merci. Madame Drouin, est-ce que vous avez des questions? Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté. Et donc, on a 2 créations de postes. Et donc, la première, c'est Madame Drouin, concernant la création d'un poste permanent pour le recrutement d'un directeur des services à la population, culture, jeunesse, sport et vie associative. Donc, il est proposé au conseil municipal de créer, donc à compter du 1er octobre 2023, un emploi permanent d'attaché principal pour assurer les missions de directeur des services à la population, culture, jeunesse, sport et vie associative, selon les profils et les missions principales suivantes. Donc, les missions principales, c'est assurer un rôle de directeur des services à la population et, dans un second temps, de faire fonction de directeur général adjoint auprès du directeur général des services, d'intervenir dans l'élaboration de stratégies, prospectives, orientations, schémas directeurs et plans d'action, de prendre en main la direction, l'animation et la mobilisation de plus de 150 agents, 4 services sur les domaines de l'éducation, jeunesse et sport, de la culture, de l'action sociale et de la vie associative, soit un peu plus de 40% des effectifs communaux. Et autre mission, impulser au-delà de l'encadrement classique des managers, une nouvelle dynamique managériale, d'aider les collaborateurs, les directeurs et les responsables de services qui sont plutôt concentrés habituellement sur la gestion et l'exploitation de leurs équipements à sortir du quotidien et d'une logique verticale. Et de prendre en charge les dossiers stratégiques sur les 3 prochaines années, la réhabilitation du musée et sa mise en scénarisation, une nouvelle stratégie autour de l'espace culturel et de congrès René Cassin-Lagare et l'élaboration du projet de service de la médiathèque. Merci, pardon. Merci, Madame Drouin. Avez-vous des questions? Oui, monsieur. Ah, alors, on est élégant, on va laisser la parole à Madame Verhaeghe. Merci, Monsieur le maire. Moi, je voulais revenir sur cette création de poste et ce recrutement. Lors du dernier conseil municipal, il y avait eu un échange un petit peu animé entre vous, Monsieur le maire, et Monsieur Fourage. Ça peut arriver. Ça peut arriver, absolument. C'est aussi le but de la démocratie, de pouvoir échanger. Tout à fait. Nous, on voulait en savoir un petit peu plus parce que c'est un petit peu flou. On ne savait pas trop, dans l'échange du dernier conseil, est-ce qu'il y avait eu une mise en disponibilité? On avait demandé, Monsieur Fourage avait demandé s'il y avait eu quelque chose qui prouvait qu'il y avait une mise en disponibilité. On n'avait pas vraiment eu de réponse. Il n'était pas vraiment parti, il était parti. Aujourd'hui, il semblerait revenu. Donc du coup, est-ce qu'on parle vraiment de la même personne? Parce qu'il y a toujours des bruits de couloir qui traînent, donc forcément ça nous arrive, ça nous arrive aux oreilles. Voilà, si c'est la même personne et s'il y a une demande de mise en disponibilité, pourquoi ne réintègre-t-elle pas son poste? Est-ce que c'est une volonté personnelle? Est-ce que c'est autre chose? Et puis, on a quand même une masse salariale qui pèse déjà beaucoup dans notre budget. Alors, est-ce qu'il est bien nécessaire de recruter encore cet agent? Voilà, autant de questions auxquelles on aimerait bien avoir quelques réponses. Voilà, je vous remercie, Monsieur le maire. Merci. Monsieur Berthaud, vous vouliez intervenir? Alors, mon propos, vous m'enlevez les mots de la bouche, Madame Verhaeghe, puisque c'était exactement à peu près les mêmes questions. Effectivement, cette délibération fait écho à la délibération numéro 15 du dernier conseil, où il y a eu un échange entre notre groupe et vous, Monsieur le maire, mais qui n'a pas permis de faire toute la lumière sur la création de ce poste. Donc la question, elle est posée. Si vous recherchez à recruter aujourd'hui, c'est que le poste est vacant. Si oui, où est passé l'agent qui l'occupait?
Alors en la matière, pour ce qui est de l'organisation des services, c'est le seul maire qui est compétent en la matière, donc je n'ai même pas à vous donner d'explication. Même pas. C'est le DGS et le maire qui sont seuls responsables de l'organisation des services. En revanche, on n'est pas comme ça ici, parce qu'on n'a rien à cacher. Donc, en revanche, je rappelle que l'agent en la matière avait donné, en tout cas, avait souhaité effectivement partir dans une autre collectivité. Donc, il y avait une vacance de poste. Donc, quand il y a une vacance de poste, on remplace. C'est normal, c'est un poste important. Ce que nous avons fait, et c'est pour ça qu'on crée le poste aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pas plus difficile que ça. Ça veut dire que l'agent est encore salarié de la ville. Alors, il se trouve que l'agent en question est toujours salarié de la ville parce qu'entre-temps, il a rétropédalé, entre guillemets. Il a le souhait, en tout cas, de ne pas rejoindre la collectivité pour laquelle il avait pourvu un poste. Donc, il va partir, il souhaite partir, il va partir. Mais en attendant, effectivement, il est toujours dans nos effectifs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'un poste de directeur important dans la collectivité. Voilà, pour répondre. Voilà ce que je peux vous répondre sur ce sujet. Qui n'a pas repris son poste. Mais Monsieur Berthaud, j'ai pas plus d'explications à vous donner. J'ai envie de dire, c'est de la gestion interne, ça ne vous regarde pas en fait. Enfin, quand même. Ça relève du champ du maire. C'est comme ça. Ah bah ça, on l'a bien entendu. Ça, il n'y a pas de souci. Mais a priori, vous l'avez pas compris en tout cas. Donc je vous le répète. S'il vous plaît. Et je vous donne en plus des explications. Vous voyez, je pourrais ne rien vous dire. Je pense qu'il faudrait quand même rappeler que le conseil municipal ne doit pas débattre de situations individuelles, c'est rigoureusement interdit. Voilà. Donc je pense que ça fait 2 fois qu'on parle d'un agent que tout le monde peut identifier, c'est complètement illégal. Donc ce soir, en toute transparence, parce qu'on n'a rien à cacher dans cette municipalité, bien au contraire, je vous ai amené déjà trop d'éléments que je n'ai pas à vous donner. Donc je l'ai fait ce soir parce que je ne veux pas qu'on pense qu'on cache des choses, ce n'est pas le cas. En revanche, je ne répondrai plus à ces questions parce que ça relève de ma seule autorité et que pour protéger nos agents, parce qu'il y a aussi des interférences, il y a aussi des bruits de couloir, comme vous dites, Madame Vérac-Griot, et donc mon rôle, c'est aussi de protéger nos agents. Il n'y a pas de conflit, il y a juste, on va dire, des histoires d'agenda qui ne se sont pas bien calées, c'est comme ça peut arriver. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on va créer un poste et qu'on a besoin, en tout cas, de renforcer nos services en la matière pour ce qui concerne la direction des services à population, culture, jeunesse, sportive et vie associative. Voilà ce que je pouvais vous répondre sur ce sujet. Donc, monsieur le maire, juste pour confirmer, le poste est vacant pour l'instant, en attendant le recrutement. Bien sûr. D'accord. Exactement. Non, là, vous proposez de le pourvoir. Oui, là, on propose de le pourvoir. Il n'est pas vacant, c'est ce que je vous ai expliqué tout de suite. Par contre, là, on va le créer. Voilà. Alors, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et c'est donc adopté. Et donc, je vais laisser la parole pour un deuxième poste, création de poste, chargé de projet des régies des collections dans le cadre de la rénovation du musée. Et Madame Drouin. Donc là, il est proposé au conseil municipal de recruter en contrat de projet un chargé de projet régie des collections sur un emploi de catégorie B à temps complet. Les missions principales donc, sur ce poste, c'est la régie des collections, participer au chantier des collections au récolement, veiller à la bonne manipulation des œuvres, assurer la logistique et le mouvement des œuvres, intégrer les données liées aux différentes activités sur la base de données, Flora, et dans les dossiers d'œuvres, rédiger les documents de consultation, suivre les restaurations, la gestion administrative pour les passages en commission, planifier les mouvements et les aménagements dans la perspective de la future rénovation du musée. Gérer les réserves, la conservation préventive, donc veiller à la sécurité des collections, localiser les œuvres, veiller à la bonne gestion des réserves, assurer les commandes de matériel de conservation et de gestion des stocks et contrôler les œuvres dans le respect des règles de conservation préventive. Participer à la réflexion sur les outils de médiation à développer au sein du nouveau parcours de visite et participer aux manifestations nationales, la nuit des musées, les journées européennes du patrimoine. Et donc d'autoriser Monsieur le maire à procéder au recrutement d'un agent non titulaire de droit public à temps complet pour une durée d'1 an, renouvelable dans la limite de 6 ans, et à signer le contrat de travail à intervenir avec une rémunération calculée par référence à un indice brut de l'échelle indiciaire du cadre d'un emploi de catégorie B avec prime et indemnité dans les conditions précisées ci-dessus. Merci Madame Drouin. Avez-vous des questions sur la création de ce poste?
Pas de questions. Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, comme je suis un peu taquin, donc comme je savais, j'avais anticipé que vous alliez décider qu'on recrute le poste permanent pour le recrutement du directeur, et bien elle est là parmi nous ce soir. Donc c'est Madame Haro qui est dans le fond de la salle, et donc on lui souhaite la bienvenue parmi nous, et comme vous lui avez fait un accueil chaleureux, elle est la bienvenue. Voilà Madame Haro. Voilà, comme ça lui a permis de prendre la température du conseil municipal. C'était important puisqu'elle commence sa prise de fonction, je crois, lundi prochain. Je croyais qu'on ne devait pas parler d'agents en particulier, de citer de nom, en conseil municipal, et je vois que, monsieur le maire, vous le faites. Il m'arrive, quand on a un agent qui arrive, de souhaiter la bienvenue à un agent. Ça m'arrive effectivement, c'est important. C'est un poste important dans la collectivité, et c'est pour ça que je le fais. Voilà. Le règlement est à géométrie variable, comme d'habitude. Mais vous êtes taquin, vous aussi, monsieur Berthaud. Allez, on va passer à la délibération suivante, et je vais laisser la parole à monsieur Lemoine pour les friches. Ah non, c'est quoi? C'est la dernière? Non. Ah non, non, non. Non, c'est la... Là, c'était pour la création du musée, du poste pour le musée. C'est bon? On a voté? J'ai fait voter? J'ai fait voter. Donc là, on va passer sur les friches. Vous aurez peut-être une question après, par contre. Alors, monsieur Lemoine, c'est à vous. Merci, monsieur le maire. Comme tous les ans, on revient sur cette délibération. Je vous rappelle les règles sur la taxe sur les friches commerciales. Les biens peuvent être imposés à la taxe annuelle sur les friches commerciales. Ce sont les biens qui sont plus affectés à une activité soumise à la CFE, à la cotisation foncière des entreprises, depuis au moins 2 ans. Au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés pendant cette période. Alors, pour votre exemple, un local commercial qui n'a pas été exploité depuis le 1er janvier 2022 devient imposable au 1er janvier 2024. L'instauration de cette taxe a pour objectif de faciliter le turnover, d'éviter les verrues dans notre centre-ville par exemple, mais également d'inciter les propriétaires à louer, à vendre ou même à transformer l'usage de leurs biens commerciaux vides depuis trop longtemps. On constate d'ailleurs que ces changements de locaux commerciaux à habitat ne sont souvent pas faits. La mise en place de la taxe sur les friches commerciales constitue donc pour nous un vrai levier d'action pour protéger à la fois la diversité commerciale ainsi que notre cadre de vie, et c'est bien important. Vous avez la liste des biens jointes en annexe qui nous est fournie de notre côté par les services fiscaux, en l'occurrence la DGFIP. Vous y trouvez 280 biens et je vous propose d'approuver cette liste et d'autoriser monsieur le maire à communiquer la liste des biens imposables aux services fiscaux. Merci monsieur Lemoine. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Monsieur Macor. Oui. Donc c'est 2 interrogations. Donc on est favorable à la délibération, on a toujours voté pour cette délibération. On voulait avoir des informations sur le devenir commercial du passage du commerce. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait énormément de commerce, il n'y avait quasiment plus aucun commerce ouvert dans ce passage. Le passage est assez dégradé et on n'est pas sûr qu'il y ait des gens qui aient envie d'ouvrir actuellement, compte tenu de l'état des commerces. Donc voir s'il y avait quelque chose de prévu ou c'en était. Bon, là, c'était juste une remarque, c'est sur le projet Caleka. On a vu qu'il était donc finalement différé. On a un petit regret parce que je me souviens qu'à l'époque, M. Vergniaud nous avait dit qu'on envisageait à cet endroit-là une résidence senior, plutôt que... Donc là, on espère que ce n'est pas un projet qui sera abandonné parce qu'on y tient à cette résidence senior. Alors, on partage ce souhait de voir le projet avancer sur Caleka, mais bon, voilà, pour reprendre les mots de monsieur le maire tout à l'heure, parfois, certains font passer les intérêts particuliers avant l'intérêt général. Là, c'est le cas, libre à chacun de faire des recours sur les projets, mais forcément, ce recours grève le projet aujourd'hui, ou en tout cas ralentit sa mise en œuvre. Mais on a des échanges encore réguliers avec le promoteur pour pouvoir mener à bien, et on ouvre tout le champ des possibles pour que cette opération sorte et qu'on puisse proposer à la fois des logements en accession à un prix modéré et aussi des logements pour nos seniors, ça c'est sûr. Juste rapidement sur le passage du commerce, en effet, aujourd'hui il y a une vacance, on a pu échanger avec le propriétaire récemment.
qui avait, alors selon ses dires pour le citer, pas pris le temps de remettre en location après le départ de certains commerçants. Et puis oui, il y a forcément une volonté, nous, de la collectivité, de pouvoir se projeter sur ce passage-là. Ça fait écho au cinéma Le Palace, auquel on étudie la possibilité de le démolir à proximité, et une réhabilitation de l'ensemble de cet îlot qu'on a en cœur de ville, qui n'a pas subi de travaux depuis longtemps, et pour le cinéma Le Palace qui est laissé à l'abandon depuis de trop nombreuses années. Donc en effet, on a bien une réflexion pour pouvoir se réapproprier à la fois nous sur la partie bâtiment ville, l'ancien cinéma Le Palace, et accompagner le propriétaire, parce que c'est une propriété privée, le passage du commerce, donc ville on n'a pas action directe, mais pouvoir l'accompagner dans un projet pour pouvoir proposer des cellules commerciales de bonne qualité et garder cette attractivité qu'on a en cœur de ville avec l'ensemble des commerces rue de la République, pour pouvoir avoir un écho global et un cœur de ville avec le projet rue de la République et rue Blossac qui soit cohérent et qui se tourne aussi et fasse la transition avec la rue du Port et la place de Verdun qui, elle, accueillera aussi un futur cinéma. Donc forcément, on ne laisse pas à l'abandon cet îlot-là, et on travaille régulièrement avec les propriétaires et les différents opérateurs pour pouvoir proposer un projet de qualité. Merci, Monsieur Vergniaud. Monsieur Macor, c'est bon? Oui. Très bien. Je propose donc de passer à la délibération concernant la taxe sur les friches. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Et on va passer à la dernière délibération. Délibération importante aussi. Non, j'en ai oublié une. Ah, décidément, ce soir. Alors, on a une garantie d'emprunt. Ah ben non, mais je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben non, mais il en reste plein. On n'a pas du tout fini. Alors, voilà, c'est Madame Memto qui va enchaîner concernant le site patrimonial remarquable, attribution de subventions. Merci, Monsieur le maire. Oui, donc un seul dossier pour l'attribution de subventions au site patrimonial remarquable. Ce dossier, bien sûr, répond aux critères, tant du point de vue des travaux que du point de vue de la subvention sollicitée. Voilà, je vous invite donc à voter pour elle. Merci Madame Memto. Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? Non, pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Et donc, par contre, on a des attributions de subventions, au projet pour les associations. C'est Monsieur Minier. C'est ça, attribution de subventions sur projet aux associations. On les a étudiées en commission. La première, c'est Club d'échecs. C'est un tournoi de fin de saison 2022-2023. Proposition de 65 €. La deuxième, c'est le Turling Club Fontenaisien, la finale régionale des Pays de la Loire, avec une proposition de 400 €. La troisième, l'Écurie du Marais. C'est un slalom de Vendée, le 28 et 29 mai 2023. Nous faisons une proposition de 600 €. La quatrième, c'est le Motoclub Fontenaisien. C'est le championnat de Ligue et de France mini OGP, avec une proposition de 1000 €. Et comme on vous l'a envoyé par mail, on a souhaité, avec Monsieur le maire, ajourner temporairement la subvention pour le jumelage Gawa, qui sera probablement réétudiée à la prochaine commission. Donc il est proposé au conseil municipal d'attribuer ces subventions et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Monsieur Minier. Des questions? Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Alors, suite à une petite erreur matérielle, c'est une délibération qu'on avait présentée la dernière fois, qu'on va repasser. Et c'est Madame Drouin. Oui, effectivement, cette délibération qui concerne une garantie d'emprunt pour Solia, il y avait une erreur de transcription dans la délibération. Donc, il est proposé au conseil municipal de retirer la délibération numéro 2023-04-26, de décider d'accorder la garantie à hauteur de 30% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 191 588 €, souscrit par l'emprunteur auprès d'Action Logement Service, de prévoir que cette garantie est apportée aux conditions suivantes. Donc, la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt jusqu'au complet remboursement de celui-ci. Sur notification de l'impayé par lettre simple d'Action Logement Service, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. De s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin les ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt,
et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Madame Drouin, avez-vous des questions? Bon. Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Et donc, on va finir par la délibération concernant le projet de maraude avec la Croix-Rouge. Ah. Monsieur le maire, je vous demande de m'autoriser à sortir parce que je participe aux futures maraudes. Très bien, c'est bien noté. C'est bien noté, merci. Donc, Madame Légeron. Merci, Monsieur le maire. Ça veut dire que si on parle de maraude une prochaine fois, je devrais aussi sortir, puisque je ferai partie des maraudes à partir du 9 décembre. Alors, dans un contexte de tension immobilière, certains publics parviennent difficilement à se loger sur la ville de Fontenay-le-Comte. Cette situation concerne notamment les publics les plus fragiles, qui cumulent souvent plusieurs difficultés. Une partie de ces personnes se retrouvent à la rue ou en hébergement précaire et s'éloignent des dispositifs d'insertion. Dans ce contexte, au cours de l'année 2022, la Croix-Rouge a commencé à travailler sur un projet maraude en incluant d'autres associations solidaires, la ville et le Centre communal d'action sociale de Fontenay-le-Comte. Les principaux objectifs sont d'aller vers les personnes exclues, leur proposer une écoute, un soutien moral et matériel si besoin, de les orienter vers les solutions d'hébergement, vers un accompagnement social et l'accès aux droits. Le projet a fait l'objet de concertations, de réunions, de formations pour aboutir à une proposition de démarrage au mois d'octobre prochain. La date exacte sera le jeudi 19 octobre. Le coût de démarrage de ce projet est estimé à 9 477 €, incluant l'achat et l'aménagement d'un véhicule pour la somme de 4 250 €. Afin de couvrir une partie des frais, la Croix-Rouge a demandé une subvention sur projet à la mairie de Fontenay-le-Comte. La ville soutient ce projet, ses objectifs et son partenariat. La demande de subvention a fait l'objet en commission d'un accord de principe. Dans la continuité du travail de concertation et d'accompagnement mis en place, Monsieur le maire propose que ce soit le CCAS qui suive le projet et verse la subvention en raison du partenariat qui va être contractualisé entre la Croix-Rouge et le CCAS dans le cadre des maraudes. Le CCAS est d'ailleurs à même d'approfondir le suivi de certains publics rencontrés à cette occasion pour les accompagner dans leur démarche. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le partenariat de la ville de Fontenay-le-Comte au projet maraude porté par le comité local de la Croix-Rouge de Fontenay-le-Comte, de confier au CCAS le suivi et l'accompagnement financier du projet maraude et d'approuver le versement au CCAS d'une subvention exceptionnelle de 4 000 €. Merci, Madame Légeron. Pourquoi j'ai 4 250 €? Ah oui, non, pardon. C'est le global de... Excusez-moi. Du véhicule et de l'aménagement. Avez-vous des questions? Pas de questions. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Elle est donc adoptée à l'unanimité. C'est tout à l'honneur de cette municipalité. En tout cas, merci pour cette délibération et merci pour votre présence ce soir. Bonne soirée à tous.